Cinéma, le clap, si on peut y aller. Bien, et bien alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. D'abord, merci à Vérole Cossade-Bourgard et à Jean-Luc Dunoyer d'avoir coordonné ce numéro des Annales sur les forêts et sur les défis qu'elles rencontrent dans le changement climatique, et à tous ceux qui y ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Nos échanges seront animés par Jean-Luc Dunoyer, et nous entendrons d'abord Antoine Collin, chef du département d'analyse des forêts de l'IGN, qui a fait un travail remarquable de prospective, Christine Deleuze, directrice de projet stratégie carbone à l'ONF, puis Roland Delary, directeur général du Centre national de la propriété forestière, Albert Maillet, directeur des forêts et des risques à la direction générale de l'ONF, Maxime Chaumet, délégué général de France Bois Forêt, Dominique Weber, président du comité stratégique de la filière bois, donc le CSF Bois. Et puis ce sera la dernière intervenante sera Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte d'Or et auteure de nombreux documents et rapports sur la forêt. Vous nous éclairez sur ce sujet. Avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants, ceux qui veulent, dans cette salle ou bien à distance. Je remercie également Daniel Boula, secrétaire général adjoint des Annales ici présent, et à qui nous devons la qualité formelle du numéro, d'avoir rendu cette réunion techniquement possible. Jean-Luc Dunoyer va présenter le numéro des Annales qui donne lieu à cette table ronde. Qu'il me soit permis de dire juste deux mots sur les raisons qui ont conduit à produire ce numéro dans Responsabilité et Environnement et à organiser cette table ronde. Les forêts sont au cœur de nombreux enjeux, et ce numéro le montre. Mais nous sommes dans une période de nombreux paradoxes. D'abord, leur gestion par nature impose des visions de long terme. Mais la rapidité du changement climatique présente des défis nouveaux pour l'évolution géographique des espèces. Voilà. Vous êtes la bienvenue. Merci. Deuxièmement, la transition énergétique voudrait leur faire produire énormément de biomasse, mais en même temps, les tempêtes, les scolites, les incendies, les sécheresses, la prolifération de cervidés conduisent à nuancer sérieusement les grandes espérances mises dans les premières stratégies nationales pour la neutralité carbone. Troisièmement, elles sont pour une bonne part privées, mais leur gestion rationnelle implique des règles publiques. Quatrièmement, les débouchés sont en concurrence entre eux, et quand on a pris bois, il a fallu longtemps pour mettre ensemble les différents acteurs qui en sont partie prenante. D'ailleurs, Jean-Luc Dunoyer y a joué un rôle significatif. Également, les Français sont fiers de leurs forêts, ils les aiment. Et ils sont même parfois très fiers lorsqu'elles servent en un temps record à reconstruire, par exemple, la toiture de Notre-Dame. Encore faut-il que leurs imprudences ne les mettent pas en danger. Il était donc utile de faire le point au moment où s'élaborent de nouvelles perspectives et où l'État a lancé des efforts considérables pour améliorer la qualité et la production des forêts. Permettez-moi aussi de rappeler que les Annales des mines, qui sont fondées en 1794, sont la plus vieille revue imprimée d'Europe. Nous venons de fêter ces 230 ans. Elles sont nées exactement un 24 septembre, c'était donc hier. Et pour ceux que ça intéresse, la vidéo du colloque auquel cela a donné lieu est en ligne. Elle montre la vivacité de nos réflexions pour échanger sur les meilleures pratiques d'aujourd'hui et puis les enjeux d'avenir. Elles comprennent 4 séries. Réalité industrielle, qui parle d'industrie et d'économie. Gérer et comprendre, qui parle de management. Responsabilité et environnement, la série verte, qui est donc davantage axée sur les sujets écologiques, énergétiques et puis de risques. Et puis, enjeux numériques, la dernière née, sur les enjeux du numérique, comme son nom l'indique. Tous les numéros des Annales sont gratuitement accessibles sur le site annales.org, qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Les Annales des mines sont aussi dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, économiques, industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. Au sujet de la présente table ronde, la version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de retrouver sur le site des Annales tout ce que nous y dirons. Les chantiers pour éclairer l'avenir sont donc nombreux. Je passe la parole à Jean-Luc Dunoyer. Alors, ce numéro 115 des Annales des mines porte un regard panoramique et didactique sur le secteur de la forêt et du bois et ses enjeux. C'était son parti pris. Il a été préfacé par le ministre en charge de l'agriculture et de la forêt et comporte 3 séries d'articles. Une première série d'articles est relative à la gestion et renouvellement des forêts sous l'angle de leur adaptation aux pressions du climat. Une hausse sans précédent des températures, celle des périodes sans précipitation, a des répercussions, vous le savez, sur la santé et la vitalité des forêts. Les outils de diagnostic
y sont présentés. Les sylvicultures y sont expliquées en tant qu'acte écologique facilitant l'adaptation des forêts à ce nouveau contexte climatique. Les stocks et flux du carbone forestier sont ici revisités, traduits pour ce qu'ils pourraient apporter de contribution à une neutralité carbone globale d'ici à 2050. Dans une seconde série d'articles, les auteurs témoignent de demandes d'usage croissantes pour le bois, matériaux qui présentent l'avantage de stocker naturellement le carbone. Ils sont abordés les enjeux et les leviers pour une mise à l'échelle des transformations industrielles du bois en France, dans le souci de gagner en souveraineté pour ce pan de notre bioéconomie nationale. Ainsi que la question du bouclage de l'offre et des demandes pour ces différents usages du bois et de la biomasse solide, notamment sur le volet énergétique. La troisième partie du numéro traitera de l'utilité sociétale de la filière bois dans ses différentes dimensions, celle de création de valeur ajoutée et d'emploi, celle de la création d'aménités pour le cadre de vie de nos concitoyens, et celle de l'aménagement avec les forêts au cœur des territoires. Enfin, la présentation de la feuille de route forêt-bois dans la planification écologique vient conclure ce numéro. Je vous engage donc bien évidemment à le lire, c'est assez synthétique. Nous avons plusieurs auteurs qui ont accepté de prendre la parole et de témoigner aujourd'hui. Et donc je vais introduire le propos d'Antoine Collin, au département d'analyse des forêts de l'IGN. Antoine, un inventaire forestier national a été mis en place en 1958, il y a donc plus de 65 ans, pour produire en continu l'information nécessaire à une gestion durable des forêts. Quel est le panorama actuel de la situation des forêts en France et quelles sont les tendances de long terme dans l'évolution observée des forêts et constatez-vous des inflexions récentes à ces tendances? Oui, merci Jean-Luc. Vous m'entendez bien? Oui. C'est bon? Oui, et bonjour à tous. Effectivement, hop, voilà. Donc, l'inventaire forestier national est un des outils d'observation des forêts en France, parmi d'autres. On peut rapidement créer deux grandes catégories d'outils d'observation de la forêt. Ceux dont c'est la mission, c'est principalement des opérateurs publics ou des services ministériels. J'ai listé ici des acronymes à côté de l'IFN, le département santé des forêts, les services statistiques des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement. Ils répondent à des enjeux, à des besoins de connaissances un petit peu obligatoires, des réponses à des enquêtes obligatoires, des choses comme ça. Donc ils sont souvent installés de longue date, comme ça a été mentionné. Et puis d'autres dispositifs, j'ai envie de dire, qui peuvent être permanents, mais qui sont souvent un peu plus opportunistes, en tout cas qui s'adossent à une activité métier. Typiquement, l'ONF, pour son activité de gestion forestière, a besoin à un moment d'aller décrire des peuplements, de faire des observations, la recherche également. Les acteurs socioprofessionnels font des enquêtes pour connaître un petit peu comment sont structurés les acteurs, mais ce n'est pas leur cœur de mission, c'est plutôt un moyen pour répondre à leur mission. Tout ça génère un corpus d'informations plus ou moins disparates qu'on peut mobiliser effectivement aujourd'hui pour connaître l'état des forêts. Je reviendrai dessus en termes de perspective à la fin de mon exposé. Alors, déjà, ce qu'on peut dire sur la forêt française, qui est assez peu su en fait de nos concitoyens, c'est que c'est une forêt en forte transition et en croissance. Et en fait, sur ce graphique qui récapitule les données les plus solides historiques dont on dispose aujourd'hui, on avait autour de 9 millions d'hectares de forêt au début en fait de la période avant la révolution industrielle en réalité. En 1840, c'était à peu près 15% de taux de boisement. Aujourd'hui, cette surface a doublé. On a atteint 30% de taux de boisement. Alors, cette courbe, elle est intéressante parce qu'elle montre en fait une époque, je disais le début de la révolution industrielle, les forêts étaient extrêmement sollicitées par les populations, par l'industrie également. Et d'ailleurs, les corps des mines, des eaux et forêts, des ponts, l'armée également, enfin ça s'appelait probablement pas comme ça à l'époque, discutait énormément justement de la gestion des forêts. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'attentes sur les forêts. La forêt permettait de produire du charbon qui alimentait des process. Je pense aux cristalleries Baccarat, par exemple, dans les Vosges, qui consommaient beaucoup de charbon. Et puis aussi, la forêt permettait de produire de l'énergie qui était utilisée pour toute la métallurgie, pour faire tourner ces industries naissantes. Et puis, la révolution industrielle, elle se caractérise par le développement
des énergies fossiles, le charbon de terre fait son apparition, le charbon de terre, et ça va avoir un effet majeur en fait sur les forêts. Ça va libérer fondamentalement la pression sur les forêts, parce qu'en fait les populations rurales vont commencer à émigrer, les terres les plus ingrates pour l'agriculture vont être un petit peu abandonnées. Euh, Finalement, la pression va s'alléger. Du coup, ça va avoir un effet sur la libération de terres qui vont se boiser spontanément, des accrues. Euh, il y a également des programmes de plantation qui vont démarrer à cette époque-là. On a tout le programme de restauration des terrains en montagne qui va démarrer à partir des années 1860 face à des sols complètement érodés, pratiquement incultes. L'administration va se mettre à boiser ces terres-là. On a également les grandes politiques de boisement dans les Landes, en Sologne, pour assainir les terrains. Donc on est dans la phase voilà, de développement d'une vision très, très proactive sur les forêts et la gestion du territoire. Et puis l'autre impact de cet usage des énergies fossiles finalement et du charbon, c'est une transformation des peuplements. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a besoin de moins de bois, les forêts, les taillis par exemple, ou les taillis sous futaie vont être progressivement abandonnés. Et il va y avoir une conversion des forêts vers des peuplements de futaie. C'est l'époque des grandes conversions de la futaie, vers la futaie. Et en fait, ça va pour générer du bois d'œuvre, pour générer d'autres usages du bois d'œuvre. Et ça va avoir un effet très fort sur le volume de bois sur pied en France, le volume en forêt, qui va être multiplié par 5 en fait, en 5 ans, en 100 ans, pardon, en 100 ans. Une multiplication par 5 du volume de bois sur pied. Donc voilà, on a toute cette dynamique très forte en forêt, et les chiffres dont on dispose aujourd'hui montrent que la tendance se poursuit. Alors comme on le voit sur ces petites cartes, si la trajectoire est commune à l'ensemble du territoire national, on a en fait des dynamiques qui vont être très variables selon le territoire en fonction de l'histoire locale. Euh, et finalement, en France, on a des forêts. euh, Ce sont des forêts qui sont marquées du coup par une très grande diversité, puisqu'en réalité, on va avoir des peuplements anciens, les 9 millions d'hectares qu'on avait au minimum forestier, et puis des peuplements récents, les 9 millions d'hectares qui sont venus s'ajouter. Et tout ça va avoir des caractéristiques très différentes, et en fait, ça va créer une énorme diversité dans la forêt. Déjà, en termes de propriété forestière, ces boisements ont eu lieu principalement sur des terrains privés. La forêt française est aujourd'hui très majoritairement privée. Une autre caractéristique de la forêt française, c'est qu'elle est majoritairement feuillue. Alors on a une culture des feuillus en France, mais aussi tous les accrus se font beaucoup par peuplement feuillu. Et puis c'est une forêt qui est en fait assez riche en biodiversité aujourd'hui, et probablement que cette expansion, cette croissance, cet accroissement de la surface forestière a généré de la diversité en réalité, puisque c'est souvent lié à des accrus, à des abandons de terrains qui se sont boisés spontanément. Donc aujourd'hui, 7% de la forêt ne présente qu'une seule essence, donc les peuplements monospécifiques sont rares en France. Seulement 13% de la forêt est issue de plantation, et 8% des peuplements sont composés d'essences exotiques. Et là, on peut mettre le Douglas en première essence exotique. Donc ça veut dire une forêt encore assez avec des essences autochtones en très grande majorité. Et puis une caractéristique importante, c'est qu'aujourd'hui, on prélève 70% de l'accroissement. Et ça, c'est effectivement très bien corrélé à ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire cette expansion du stock de bois sur pied, puisqu'on ne prélève pas tout l'accroissement annuel. Le bois qui pousse s'accumule en forêt petit à petit, et donc ça s'accroît. Et donc on a une dynamique séculaire d'accroissement du stock, et ma collègue Christine Deleuze tout à l'heure reviendra dessus en termes de carbone, l'impact que ça a sur le carbone. Seulement, dans ce panorama aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un infléchissement des tendances, un infléchissement qui n'avait pas été observé depuis qu'on a des statistiques rigoureuses en France, avec une concomitance de plusieurs facteurs, biotiques et abiotiques, notamment liés au climat, à l'aggravation du climat depuis les années 2017-2018, avec une production biologique qui a clairement atteint son plateau et qui commence à baisser. Alors faiblement, mais en tout cas on n'a plus cette hausse qu'on observait jusqu'à présent. Donc c'est en vert sur le graphique. Et puis on a des prélèvements et des mortalités qui sont en hausse. Alors les deux sont corrélés, hein, puisque dans les prélèvements qu'on rapporte ici, il y a notamment des coupes sur arbres morts. On n'a pas toutes les capacités à démêler en fait l'origine du prélèvement, mais on a une très forte augmentation des disparitions d'arbres, enfin des prélèvements plus mortalité. Ce qui met en tension le bilan carbone, et on en parlera tout à l'heure de façon plus approfondie. Donc aujourd'hui, on observe effectivement une inflexion récente et forte
des tendances séculaires, ce qui nous amène en fait à nous interroger sur des questions nouvelles, des questions d'enjeux de résilience pour cette forêt, pour cet écosystème, pour les filières qui s'adossent aussi à la forêt française. Si on veut que cette forêt continue à rendre les services qu'elle fournit aux humains, il faut effectivement accompagner la transition vers ce nouveau régime climatique probablement. Et puis pour conclure, toutes ces questions-là, elles viennent, enfin cette évolution qui est observée dans la forêt française vient interroger le système d'observation des forêts françaises d'aujourd'hui. Je disais en introduction qu'on avait différents dispositifs. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'observation, de monitoring temps réel. Alors, avec temps réel vu de la forêt, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la minute là non plus, mais quelque chose de plus dynamique, avec une résolution spatiale plus importante. On a besoin de croiser les compétences. Je vous disais tout à l'heure des mortalités qui augmentent, des liens sur la production. Voilà, il y a plein de thématiques, de composantes qu'il faut croiser pour comprendre ce qui se passe et pour agir. Et notamment, c'est dans ce cadre-là que l'État en fait a confié à l'IGN avec les partenaires qui sont cités sur cette diapo, la constitution de l'Observatoire des forêts françaises, qui vise à rassembler les informations déjà existantes, à faciliter leur accès pour les décideurs, à produire des indicateurs et des analyses pour éclairer la prise de décision. Et l'Observatoire a été lancé il y a un tout petit peu plus d'un an. Et on continue à travailler ensemble pour améliorer les connaissances sur les forêts. Voilà, je vous remercie. Merci Antoine. S'il y a des questions à poser Antoine Collin. Là, enfin, j'ai vu la France métropolitaine, donc la Corse, c'est bien la France tout entière, c'est-à-dire avec notamment la Guyane. Non, on n'a pas d'informations. Enfin, mon exposé ne traitait pas de la Guyane et on ne dispose pas encore d'informations, malheureusement, sur les forêts des Outre-mer. Et il fait partie de l'observatoire, ça fait partie de l'observation. Alors, ça fait partie c'est dans le périmètre de l'Observatoire et on travaille à mettre en place des cartographies des forêts dans les Outre-mer et un inventaire forestier également, en lien avec l'ONF, qui est vraiment le gestionnaire principal de ces domaines-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore outillé pour l'intégrer et pour apporter des éléments. Il y a des éléments qui existent, mais ce n'est pas encore pérenne ni totalement structuré. C'est plutôt ce que je disais dans mon introduction, l'opérateur en fait ONF collecte de l'information pour la gestion, mais il n'y a pas encore de dispositif pérenne de suivi ou partagé. Merci. Est-ce qu'il y a le rôle des observations spatiales contribue-t-il à vos ressources? Oui, alors, historiquement, à l'IFN, on utilise la photographie aérienne, les prises de vue aériennes en fait, qui sont faites pour définir l'échantillon en fait, à aller visiter sur le terrain. Donc, on fait ça. Mais je pense que votre question, c'est plutôt le satellite et les évolutions plus récentes. Donc, ça, c'est des travaux en cours. On est encore dans le domaine de la recherche et développement. Effectivement, ça rejoint ce que je disais en conclusion, d'avoir un système de monitoring plus agile, plus réactif, par exemple en cas de crise. Et donc, on travaille effectivement à développer des méthodes de connaissance de la ressource basées sur des données satellites, combinées à du terrain, combinées à différentes sources d'informations en réalité, euh, pour être plus réactif en fait, voilà, et pour décrire les forêts à des échelles géographiques plus fines également. L'ONF également travaille sur ces méthodes-là pour avoir une mise à jour de ces aménagements. Actuellement, c'était 20 ans, je crois, hein, les durées d'aménagement. C'est de raccourcir un peu cette période-là, vu les crises auxquelles ils sont confrontés. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mais vous avez parlé de la forêt comme quoi la majorité était en détention privée, mais ce sont des petits producteurs. L'essentiel, c'est moins de 4 hectares, je crois, dans des proportions extrêmement importantes. Et ce sont des forêts qui ne sont absolument pas entretenues et qui sont laissées plus ou moins à l'abandon. Donc, est-ce que l'on peut voir une différence entre ces forêts qui ne sont pas vraiment exploitées, avec les conséquences que ça peut avoir sur le carbone et autre chose, enfin le CO2. Oui, bah, c'est-à-dire, en fait, effectivement, je crois, alors il y a un débat d'ailleurs là-dessus, entre 3,5 et 4 millions de propriétaires, ça dépend de la source cadastre qu'on prend. Il y a des forêts de petite taille qui sont exploitées pour faire du bois de chauffage, hein. Donc en fait, ça dépend un petit peu, mais bon, dans l'ensemble, c'est globalement
non gérées, effectivement, ça n'a pas les dimensions requises. C'est certainement ces forêts non gérées, une des sources, enfin l'origine du puits de carbone en France, hein, d'ailleurs. Cette forêt s'accroît et il n'y a pas de prélèvement qui s'y réalise aujourd'hui. Effectivement, un des leviers identifiés dans les politiques publiques, c'est de massifier la gestion, comme pour reprendre le terme utilisé par le ministère de l'Agriculture, regrouper la propriété ou regrouper la gestion pour pouvoir mobiliser plus de bois, adapter les forêts. Et c'est effectivement un challenge important d'atteindre ces propriétaires. Je me permets d'ajouter, donc on a environ 4 millions d'hectares de surfaces privées qui sont sous document de gestion durable. Donc le plan de gestion, une adhésion au code de bonne pratique du bois, etc. Donc ça nous enlève effectivement 8 millions qui ne le sont pas. Parmi ces 8 millions, il ne faut pas croire qu'ils sont tous abandonnés, ces surfaces. Certaines ne choisissent pas d'avoir un document de gestion durable, et d'autres sont tellement petites que finalement une intervention n'aura lieu qu'une fois tous les 100 ans. Tous les 50 ans. L'essentiel, c'est ce qu'a dit Antoine, c'est d'essayer de les regrouper. Donc nous avons des systèmes de groupements forestiers, d'associations syndicales, etc. Il faut absolument massifier ces propriétés pour avoir une gestion commune. Après, d'autres me diront, mais finalement, c'est une réserve de biodiversité. Oui. Oui, moi j'aurais une question en fait relativement aux incendies. Donc on voit qu'effectivement ces dernières années, on a des épisodes en fait avec des incendies très importants. Et quelle est la part effectivement de, je dirais, en termes de surface quand vous avez fait les bilans, etc. Donc est-ce que ça apparaît quelque part? Est-ce que c'est vraiment significatif par rapport aux millions d'hectares que vous avez évoqués tout à l'heure? Quelle est la part des incendies? Alors, les incendies restent en France aujourd'hui, heureusement, encore des événements rares. Les grands feux, on a l'année 2022 qui est vraiment caractéristique, avec les grands feux dans les Landes, mais il y a eu des feux dans le nord de la France aussi, notamment dans les Vosges où je me trouve là. Et avant, c'était 2003, la grande année de feu. Enfin voilà, on reste sur un système qui est relativement maîtrisé encore en France. On n'est pas du tout sur l'ampleur de ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Et donc oui, c'est intégré dans les statistiques que j'ai présentées, mais en fait, ça n'a pas encore d'effet notable. Alors Christine, qui est dans la salle, je crois, sur le carbone, aura peut-être des compléments à apporter, parce que ça a des impacts forts, en fait, effectivement, sur le carbone. Mais aujourd'hui, c'est encore assez marginal. Merci. Parce qu'on a un système de lutte qui est aussi très, très approprié, enfin, et très efficace. Hein. C'est pas juste un hasard ou de la chance. Merci. Merci Antoine de nous aider à faire le lien avec l'intervenante suivante, donc Christine Deleuze, qui est directrice de projet stratégique carbone à l'ONF. Voilà, Christine, donc on va parler avec vous carbone forestier. Alors on sait tous que la neutralité carbone à 2050 est un objectif public, que tous les secteurs économiques ont un objectif de réduction de leurs émissions, mais qu'au cas de la forêt et du bois, on séquestre du carbone atmosphérique. Dit autrement, quand le CO2 est dans le bois, il n'est plus dans l'atmosphère. Pour autant, ces questions de comptabilité carbone forestier sont un peu complexes. Antoine Collin nous a expliqué qu'il y avait un stock avec presque une dynamique sur son temps, et le bois c'est 50% de carbone. Et il y a aussi un flux, ce qu'on appelle le puits forestier, qui lui est un flux annuel. Donc est-ce que vous pourrez nous expliquer ces éléments, et puis peut-être aussi qu'est-ce qu'on doit comprendre par la notion de puits de carbone dans les produits du bois, donc après la forêt, une fois qu'on a travaillé le matériau. Merci. Alors, merci beaucoup Jean-Luc de cette opportunité de parler un petit peu plus de carbone. En fait, je vais sans doute entrer en résonance avec les propos d'Antoine parce que c'est une vision sur un des services de la forêt qui est le puits forestier, mais en fait, on va reprendre finalement les chiffres qu'on a vus juste avant. Ce qui est important, effectivement, c'est de comprendre un peu cette notion de puits, qui est une notion relativement difficile à comprendre, parce qu'on avait une vision jusque-là
en plus dans la stratégie nationale bas carbone numéro 2, d'un puits un peu sans fond qui permettait de neutraliser les émissions résiduelles qu'on n'arriverait pas à diminuer à l'horizon 2050. Alors en fait, le puits, c'est une notion un peu de flux, et en tout cas de différence de stock d'une année sur l'autre au niveau des forêts, mais on parle aussi de puits produits bois, dans différence de stock dans les produits bois. Et alors ce schéma un petit peu caricatural essaye de vous présenter finalement cette notion en termes de stock et de flux à travers des baignoires qui vont faire des transports un peu de stock de CO2 en particulier, c'est beaucoup du CO2 pour la forêt, mais en tout cas de gaz à effet de serre, d'équivalent de gaz à effet de serre, de l'atmosphère vers la forêt et vers les produits bois, avec des retours aussi vers l'atmosphère quand il y a des combustions ou quand il y a de la respiration. Alors ce qui est important à voir, c'est que le rôle de la forêt est crucial sur la Terre, puisqu'en fait aujourd'hui on émet encore de l'ordre de 40 gigatonnes de CO2 par an. C'est colossal, ça a diminué peut-être dans certains pays, mais enfin, ça reste très énorme, très important, avec une énorme empreinte des usages des fossiles, principaux émetteurs. Et en fait, de cette émission ne sont récupérés par le système de la Terre que à peu près 50% de ces gaz à effet de serre, pour moitié à peu près dans les océans et pour moitié dans les forêts. Dans les secteurs des terres, mais les secteurs des terres, c'est surtout les forêts. Alors évidemment, on voit bien sûr que c'est très important. Alors si je reviens maintenant plutôt au contexte métropolitain, le contexte guyanais est évidemment crucial, mais on a des forêts plus à l'équilibre, où peut-être le puits a moins de... Peut-être on le regarde moins, en tout cas c'est un système naturel, mais là on regarde les forêts en métropole, qui sont des forêts gérées, et en fait le système d'atténuation se fait par un processus naturel qui s'appelle la photosynthèse, et qui est assez magique quand même, puisque naturellement il utilise l'énergie du soleil, et va aller capter des molécules de CO2 dans l'atmosphère pour en utiliser une partie pour son métabolisme, les arbres en utilisent une partie, mais on fixe une partie en créant des chaînes carbonées longues qui vont venir se stocker dans le bois. Alors ces chaînes carbonées longues, finalement, elles sont intéressantes pour remplacer la pétrochimie, évidemment, mais elles sont aussi intéressantes parce qu'elles stockent des grandes quantités de carbone. On parlait tout à l'heure de 50% de carbone dans la biomasse sèche, c'est très conséquent. Et en fait, le puits, ça va être l'augmentation du stock de carbone sur pied, l'augmentation du stock en forêt. Donc la flèche verte, ça nous explique un peu cette séquestration en forêt, mais il va falloir enlever la mortalité et la récolte. La récolte, c'est la flèche jaune qui va transférer une partie de ce stockage en gardant un peu plus longtemps ce carbone dans des produits bois que tout citoyen est en capacité de garder dans son environnement à travers l'usage de bois pour les charpentes, pour les meubles, pour les parquets ou tout autre usage de bois. Et plus on va avoir un usage longue durée, plus on va recycler, plus on va garder ce carbone dans notre environnement. Donc ce qui est important pour la filière, c'est finalement la conséquence de ces deux puits successifs. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que naturellement, soit une forêt naturelle comme en Guyane un peu, on est à l'équilibre, on a un équilibre entre la croissance et la mortalité, on n'a pas vraiment de puits. Ou alors en forêt gérée, quand une forêt est à l'équilibre, on essaye en fait en gestion durable, d'avoir un équilibre entre la régénération et la récolte pour avoir un cycle équilibré de tous les âges, de tous les stades, pour que chaque fois qu'on récolte une parcelle, on soit en capacité de montrer qu'on a préparé tous les stades précédents pour la suite du cycle forestier. Et donc dans une forêt à l'équilibre, on a normalement plus non plus de puits, on a un équilibre entre la croissance et la récolte. Alors ce qui est important à comprendre, et c'est vraiment dans la suite des propos d'Antoine, c'est que pourquoi on a un puits en France, c'est parce qu'on a eu une progression historique de la forêt. Mais par contre, si je reviens juste sur cette slide, ce que je voudrais dire à ce stade-là, on va voir la suite, ce que je voudrais dire à ce stade-là, c'est très important pour notre histoire d'atténuation, c'est de maintenir la pompe à carbone qui est la flèche verte, c'est-à-dire des forêts en bonne santé capables de faire de la croissance. Donc si on va sur la diapo suivante, c'est moi qui avance, c'est exactement le même graphe que ce que vous a montré Antoine tout à l'heure, où on avait simplement tronqué à partir de 1850 la progression de la surface forestière. Là c'est un graphe qui va un petit peu plus loin, c'est un graphe d'historien, qui nous dit finalement que ce qui est très, très intéressant dans la progression de la forêt, c'est le fait qu'on a eu jusqu'à l'ère industrielle un lien très étroit entre les surfaces forestières en vert
qui ont finalement été fortement liées au graphe en marron, en gris, de l'augmentation de la population, du nombre d'habitants. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avait plus de population, on avait besoin de plus de sol pour l'agriculture, pour nourrir cette population. Et donc, jusqu'à l'ère industrielle, on avait une corrélation négative entre ces deux courbes. L'avènement de l'ère industrielle, en fait, a permis une plus grande efficacité sur les terres agricoles, et on a pu décorréler ces deux courbes et nourrir une population qui continue à augmenter, tout en augmentant à nouveau la surface forestière. Donc on voit la progression, elle paraît un peu plus faible que ce que nous montrait tout à l'heure Antoine. On voit quand même qu'elle est très conséquente, puisqu'on a une surface qui est doublée depuis 1850, et en fait la progression a même augmenté les 50 dernières années du siècle dernier. Donc on a vraiment une accélération. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on a cette progression historique, on a un cycle forestier qui est très long. Alors je vous ai mis tout en bas à droite des petites flèches pour vous dire que si aujourd'hui on récolte des chênes, le cycle du chêne c'est autour de 200 ans. Donc on est finalement au début de cette progression. Si on récolte des pins, c'est beaucoup plus court, parce qu'on c'est un cycle naturel beaucoup plus court. Mais les chênes de Notre-Dame, par exemple, ils avaient largement plus de 200 ans. Donc c'est important que vous visualisez finalement le fait que ce temps long forestier et cette progression historique de la surface, c'est ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, on a sur les surfaces qui étaient déjà forestières en 1850, une multiplication par 5 du capital sur pied, donc on a une augmentation du stock, et c'est ça qui a créé un puits aussi fort ces dernières années. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe ces dernières années, à plus court terme, hein, depuis 2010, on a beaucoup entendu parler l'année dernière de la chute catastrophique du puits de carbone forestier, 50% de chute effectivement en 10 ans. On avait un peu l'impression qu'on entendait la chute carrément de toute la forêt française. Quand on dit chute du puits forestier, ça veut dire que le puits continue à augmenter, mais moitié moins vite. Donc c'est quand même important de conclure qu'il continue à augmenter. Et que la forêt continue à avoir un rôle d'atténuation dans la stratégie nationale bas carbone. Alors ce graphe, moi je le trouve très intéressant, c'est un graphe synthétique qui nous a été produit l'année dernière par le secrétariat général à la planification écologique pour essayer d'établir un petit peu les éléments explicatifs de cette chute de 50% du puits en 10 ans. Globalement, on avait un puits, alors on est en négatif puisqu'on absorbe des émissions de gaz à effet de serre, on était à autour de moins 60 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, et on est passé à peu près à 30 en 2020. Et en fait, les deux gros paquets qui expliquent cet écrasement du puits forestier, c'est d'abord vraiment le changement climatique et la hausse de la mortalité. Antoine, tu disais que j'allais parler des incendies. Je dirais simplement qu'en 2022, on a eu plus de 70 000 hectares qui ont été incendiés, donc qui sont partis en fumée. Donc pour le carbone, c'est quand même une perte sèche assez catastrophique. On a aussi eu plus de 600 000 hectares dépérissants, alors pas complètement morts, mais avec une grande partie dépérissante et vraiment très affaiblie. Donc ça fait un gros choc sur le stock forestier. Et ce stock, en fait, est directement traduit par une baisse du puits forestier. Et puis, je voudrais attirer votre attention sur la baisse de la croissance biologique, qui a fait finalement un ordre de grandeur de baisse du puits, du même ordre de grandeur que la hausse de la mortalité. La hausse de la mortalité, c'est 80% de mortalité en plus. Tu n'as pas cité le chiffre tout à l'heure, Antoine, mais c'est 80% en 10 ans de mortalité en plus en forêt. La baisse de la croissance, c'est seulement 4% de baisse de croissance. Alors, c'est pas énorme, en fait, on se dit pas grand-chose. C'est monstrueux, en fait, parce que c'est sur toute la forêt. Donc, Albert Maillet parle de tempête silencieuse, je pense que le terme est extrêmement bien approprié. Donc, quelque part, ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'on a encore une progression de la forêt, en conclusion de cette diapositive, mais qu'elle est beaucoup plus lente et qu'elle est rattrapée aujourd'hui par les changements climatiques. Alors, pour conclure, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, cet effet conjoncturel de la progression historique, et puis après de crise, en fait, c'est quelque chose qui, pour le forestier, n'est pas du tout nouveau. En fait, ce graphe-là, c'est le puits forêt tel qu'il nous est donné, publié chaque année par le CITEPA, pour là, ici, uniquement la partie forêt. Donc, on est toujours en négatif, en absorption. On avait, au début des mesures du CITEPA, enfin, des publications de données du CITEPA en 90, un ordre de grandeur de 40 millions de tonnes absorbées par ce secteur. Et puis, on voit bien qu'on a effectivement des pics et tout. Donc, en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le puits forestier, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas quelque chose de sans fond, c'est pas un puits dans lequel on jette du carbone qui va disparaître. C'est quelque chose qui, finalement, est très expliqué par les flux physiques et les stocks physiques,
et qu'en fait, typiquement, les tempêtes de Lothar-Martin en 99 avaient expliqué une chute de 50%, dont on n'avait absolument pas parlé à l'époque, mais qui était tout à fait du même ordre de grandeur. Donc ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut qu'on garde une pompe à carbone en bon état, donc on va parler d'adaptation, et je pense que ce sera vraiment les propos de cette maintien de pompe à carbone. Et puis, c'est important aussi de comprendre que prolonger le stockage du bois dans le matériau bois, c'est un enjeu crucial pour notre société si on veut la décarboner. Et aujourd'hui, on envoie à peu près 21% du bois récolté vers des matériaux à longue durée de vie. Et une fois qu'on a enlevé les autres usages qui partent vite, comme l'énergie, ou qu'on a enlevé aussi les rendements matière, notre enjeu, c'est d'en mettre beaucoup plus dans des matériaux à longue durée de vie. Voilà. Merci. Merci Christine. Je pense qu'il y a des questions probablement. Bon. Dans la question de la forestation, vous avez sous-jacent de la question des maladies. Vous avez parlé du réchauffement climatique, mais ces maladies, c'est pas que ça. C'est sans doute lié au réchauffement climatique, mais peut-être pas que. Est-ce que ça joue sur les espèces, les nouvelles espèces et la diversité des espèces dans les forêts auxquelles il faut être vigilant? Alors, je pense que ce sera vraiment les propos de l'exposé ensuite sur l'adaptation. Donc, je laisserai la parole à Albert Maillet et Roland Delary sur cette question-là. En tout cas, clairement, les risques biotiques, en fait, à la fois les insectes ou les pathogènes, effectivement, on va dire qu'on a accéléré les crises qu'on a observées, les dépérissements, parce qu'on a des arbres aussi qui sont fragilisés. En fait, les arbres, ils ont eu l'habitude parfois de grandes sécheresses, ils ont eu l'habitude de fortes canicules. En fait, ils n'aiment pas du tout la concomitance de fortes canicules à la fin de sécheresse, parce que pour résister aux canicules, ils ont besoin d'eau. Et c'est ça qui vraiment explique qu'aujourd'hui, on a des très forts dépérissements, et qui sont effectivement accentués par l'arrivée de pathogènes, de maladies, d'insectes. Voilà, pour répondre en partie à votre question. J'ai deux questions de l'extérieur, enfin de ceux qui sont en ligne. Une qui est factuelle, les haies sont-elles représentées dans les enjeux croissants? Est-ce que c'est dans le périmètre d'observation? Et puis l'autre question, c'est dans les forêts non exploitées, comme certaines forêts primaires arrivées à l'équilibre, n'y a-t-il pas encore du stockage de carbone dans les sols forestiers? Les sols font-ils partie, sont-ils intégrés dans vos chiffres? Alors, les haies, moi je n'ai pas intégré les haies, parce que l'ONF ne s'occupe pas des haies, mais de toute façon, j'ai parlé plutôt forêt. Mais les haies sont considérées dans les bilans pas, et puis peut-être que Antoine pourra compléter, parce qu'il y a aussi des observations sur les haies. Sur la question des sols forestiers, en fait, la dynamique d'absorption du carbone dans les sols forestiers, elle est extrêmement lente. Par contre, j'en ai pas du tout parlé, alors c'est parce que c'est très long d'en parler, mais c'est très important, donc je suis contente de cette question, parce que les sols forestiers contiennent autant de carbone, si ce n'est pas plus, que la biomasse aérienne et racinaire des arbres vivants. Donc évidemment, l'enjeu du carbone des sols forestiers est colossal, et l'enjeu, c'est surtout de maintenir ce carbone du sol, en ayant des précautions importantes dès qu'on intervient sur les forêts, aussi bien dans les travaux sylvicoles que dans les exploitations. On sait faire, donc il faut qu'on fasse attention à ça, c'est très important. En revanche, on n'a pas de chiffres, on va dire, on a peu de données avec des remesures du carbone du sol, c'est des mesures très délicates, donc on a peu d'informations sur la dynamique, on sait simplement qu'elle est lente, et donc pour l'instant, on n'a pas forcément, comme il est fait pour l'instant dans les sols agricoles, où on sait qu'on a un gain énorme à ramener du carbone dans les sols agricoles. Pour les sols forestiers, l'enjeu pour l'instant c'est de les maintenir. On n'a pas encore assez d'informations pour trouver des leviers pour augmenter cette quantité de carbone. Oui, si je peux peut-être compléter sur les haies. Effectivement, il y a un enjeu très fort de connaissance des haies qui a été pris en charge là par le gouvernement et notamment le ministère de l'Agriculture dans son plan haies. Il vient de décider de la création d'un observatoire de la haie dont l'animation, la mise en place a été confiée à l'IGN avec d'autres partenaires, dont INRAE. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, hein, parce qu'on a déjà des premières informations issues d'un travail avec l'OFB récent, c'est qu'on a environ, avec l'IGN, on a environ 1,5 million de kilomètres de haies en France aujourd'hui. Et là-dessus, les estimations qu'on a, c'est qu'en fait, on a à peu près le même capital euh, par kilomètre qu'en forêt à l'hectare, ce qui représente en fait des quantités de bois et de carbone très importants.
Et les premiers signaux qu'on a, on a un travail en cours justement pour estimer la biomasse dans les haies et son évolution sur des périodes récentes. Ce qu'on observe, c'est qu'on a probablement en fait un puits, un accroissement du stock en fait dans les haies, mais qui est lié en fait certainement, ça a affiné tout ça, hein, mais qui est lié certainement à une maturation des chênes en fait, un accroissement du diamètre des chênes. Le linéaire, lui, continue un petit peu à baisser, enfin il baisse, le linéaire de haies, mais par contre les arbres qui composent les haies grossissent, notamment parce qu'il y a un abandon de l'entretien en fait. Aujourd'hui, les haies ne sont pas prises en compte dans l'inventaire gaz à effet de serre, donc dans le chiffre que tu présentes, Christine, ça n'y est pas, mais ça dit bien forêt sur la diapo, mais en fait c'est pris en compte nulle part ailleurs, parce qu'en fait c'est une hypothèse faute d'information. Or, voilà, il y a un enjeu effectivement à connaître les stocks et les flux de bois et de carbone dans les haies. Merci. Moi, j'avais juste une petite demande de précision. Vous dites qu'on fait toujours une progression de la. Comment dire, une progression de la masse en volume. Alors, c'est en volume et d'abord en surface. Les 50 dernières années du XXe siècle, il y a eu 50% de surface supplémentaire. Je vous ai mis la courbe tout à l'heure, ça progressait. Et Antoine vous l'avait montré avant, c'est une grosse progression en surface. Oui. Et aussi, Mais après en volume, il y a un doublement dernièrement, du volume. Dernièrement en surface. Ah non, ça continue d'augmenter. 0,7% par an. Et dans la notion forêt, on intègre bois de quel diamètre? Alors ça c'est une définition de la FAO, c'est très... Et en fait même des forêts qui sont en devenir, même si c'est des tout petits bois, en devenir, voilà, au moment où on vient de les couper, c'est des surfaces qui restent forestières, elles sont encore considérées comme dans l'avantage forestier. C'est pas uniquement une histoire de... Monsieur. Dans le scénario donc, de neutralité carbone en 2050, quelle est l'hypothèse qui est retenue pour le volume, les quantités d'absorption CO2 pour la forêt? Alors pour l'instant, ça n'a pas été encore complètement stabilisé, puisque c'est la stratégie nationale bas carbone 3 qui est encore en cours de discussion, donc ça ne s'est pas encore complètement stabilisé. En revanche, il y a eu des travaux de prospective qui ont été menés, et peut-être qu'ils seront évoqués tout à l'heure, à la fois par l'IGN et le CBA, et puis par la filière avec Carbone 4. Et il y a plusieurs hypothèses en fonction de différents choix à la fois de prospectives climatiques et croisées avec des prospectives de gestion. Et évidemment, il y a en fait une difficulté à la fois à maintenir l'ensemble des objectifs qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a un bouclage compliqué à la fois maintenir un puits conséquent et en même temps avoir un approvisionnement de biomasse et de bois d'œuvre aussi. Voilà. Donc c'est des sujets qui ne sont pas encore arbitrés. C'est un des points qui figure dans le document que vous avez, où il y avait les différents scénarios de l'IGN qui sont détaillés, qui donnent des éléments d'appréciation. Vous aviez une autre question? Oui, éventuellement. Merci. Il nous a été dit qu'il y avait 10% de la forêt qui était prélevée. Il en faudrait beaucoup plus si l'on voulait, par exemple, éviter le béton ou des choses de ce genre-là. Donc, dans ces cas-là, on est un petit peu tiré entre deux choses. Est-ce qu'il faut mieux prélever plus ou est-ce qu'il faut mieux absorber plus? Petit détail aussi, en 2 ans, on a rattrapé le tard. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Alors, en tout cas, là, c'est des histoires de différence de stock annuel, donc c'est des flux. On est sur la dérivée du stock, donc c'est normal que ça saute. Mais je voulais vous montrer ce graphe pour vous montrer que c'était pas stable, parce qu'on a une idée que c'est très stable, en fait, ça bouge. Le mouvement du puits forestier, c'est la dérivation du stock. Donc c'est monstrueux. Par rapport à votre question, en fait, ce qu'a montré tout à l'heure Antoine, c'était que actuellement, globalement sur la forêt, on prélève 70% de l'accroissement net, une fois qu'on a enlevé la mortalité. C'est-à-dire pour dire qu'on continue à stocker. Alors on continue à stocker aussi parce qu'on a une forêt pour partie encore jeune. C'est-à-dire les forêts, par exemple, de feuillus qui ont un cycle plus long que celles de résineux, elles ne sont pas encore arrivées complètement à maturité. On est peut-être plus à maturité pour des forêts plus anciennes comme les forêts domaniales. Voilà, donc on est en prélèvement aujourd'hui dans une réflexion de gestion durable, de prélever ce que la forêt est en capacité de produire par rapport à son accroissement à l'équilibre, dans une forêt équilibrée. C'est ça la notion. Et le fait qu'on soit à 70, c'est juste parce qu'on a un déséquilibre de classe d'âge. Et normalement, dans une forêt équilibrée en gestion durable, on est à 100% de l'accroissement. Alors aujourd'hui, on peut s'interroger, alors d'abord par rapport à des questions d'adaptation au changement climatique.
c'est-à-dire de peut-être avoir, pour certaines essences qui sont fortement vulnérables, une accélération de récolte en fin de maturation, peut-être pour passer à des essences plus résistantes. Pour des questions d'usage bois d'œuvre, en fait, ce qui est vraiment une question, c'est de passer à une gestion orientée vers des arbres de futaie, puisque tout à l'heure, Antoine a bien fait l'introduction de la conversion de taillis, qui étaient des taillis pour faire du bois énergie, vers de la gestion de futaie. Et la gestion de futaie, c'est Colbert, hein, c'est faire des bois marines, faire du bois d'œuvre, mais aujourd'hui, on n'utilise peut-être plus ces fûts pour faire du bois marine, mais on les utilise pour des usages long terme. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut optimiser l'usage bois d'œuvre. Voilà. C'est exploiter mieux plutôt qu'exploiter plus. Oui. Pour conclure rapidement, c'est vraiment ça. Merci. Nous allons prendre maintenant le point de vue des gestionnaires forestiers. Alors, les exposés précédents ont introduit le fait que la gestion forestière ne va pas se faire à sylviculture constante en raison de deux problèmes d'adaptation des forêts. Une baisse de la vitalité des forêts qui se traduit par le fait que un certain nombre des peuplements aujourd'hui en place ne vont pas être adaptés aux conditions climatiques de demain. Un sujet de renouvellement pour garder une forêt vitale. Et puis, cette mortalité qui se traduit par des récoltes non choisies, ne découlant pas des rythmes de gestion, et qu'il faut accompagner aussi. Donc nous allons prendre le point de vue de Roland Delary. Roland, vous dirigez le Centre national de la propriété forestière, donc forêt privée, et d'Albert Mayer, vous dirigez les forêts et les risques à la direction générale de l'ONF. Pour Roland, on a envie de vous demander si on dispose d'outils de diagnostic des effets du changement climatique sur les peuplements forestiers à une échelle qui soit pertinente pour la propriété forestière. Et à Albert, est-ce qu'on sait bâtir une stratégie de réponse à ces phénomènes qui soit graduelle, diversifiée, proportionnée à ces risques climatiques et biotiques là, qui ont été évoqués pour les forêts? Et est-ce que vous en avez déjà un principal levier? Peut-être commencer par Roland. Oui, merci Jean-Luc. Alors effectivement, merci pour ce partage à deux voix, parce qu'avec l'ONF et le CGF, on est complètement en phase et on travaille quotidiennement sur ces sujets ensemble. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de présenter deux outils. Il y en a certainement d'autres. Hein. Les deux outils que nous travaillons ensemble. Le premier, peut-être à une échelle relativement large, que l'on appelle donc Climessence, qui est que j'appellerais moi un service en ligne d'aide au choix des essences. C'est-à-dire qu'avec Climessence, on a tout d'abord, et c'est un gros travail qui a été fait à travers le réseau mixte technologique RMTA Force, une base de données documentaire sur environ 150 espèces forestières, c'est-à-dire à peu près l'intégralité des espèces qui peuvent occuper nos forêts métropolitaines. Je ne parle pas de la Guyane, moi non plus. Hein. Voilà. Donc chaque espèce va recevoir une note, va être caractérisée bien sûr par son aire de présence déjà, son exposition au risque, et puis on a 37 critères. Alors ce sont des critères à la fois édaphiques, climatiques, des potentiels de production, de la vulnérabilité face aux aléas, etc. Donc 37 critères que je ne détaille pas là, qui donc permettent déjà de décrire, et tout ça c'est de la documentation, une exigence, un comportement de risque. Ça, c'est la première base de Climessence. La deuxième chose, c'est ce que l'on appelle un modèle IKS. Alors, IKS, c'est assez curieux, ça veut dire indicateur, climat, et le S veut dire végétation, mais c'est en breton, c'est notre collègue qui a inventé ça, il est breton, c'est Strug. Bon, voilà. Partions sur IKS. Donc, le modèle IKS de compatibilité climatique des espèces, qui, vous le voyez, est sur une maille quand même relativement grande, puisqu'on est sur 1 km². Et cet indicateur, pour Climessence, il est fondé sur ce modèle est fondé sur 3 indicateurs, donc pas plus. Hein. Le manque d'eau, qu'on appelle le déficit hydrique, le manque de chaleur, qui est la somme des degrés jour annuels, et l'excès de froid, qui calcule les températures minimales annuelles. Alors, sur la base de ces 3 indicateurs, le modèle IKS va permettre, grâce à Climessence, de voir déjà
de repérer déjà les zones où l'essence, le chêne, le hêtre, le châtaignier, le pin, etc. sont présents actuellement, mais qui pourraient éventuellement se transformer en une zone d'exclusion climatique parce que à plus 3 degrés, à plus 5 degrés, je ne sais pas, eh bien on pourra plus avoir ces essences. Les différents critères précédents issus de la documentation nous montrent qu'ils ne résisteraient pas. Donc on repère ces zones de présence. Et la deuxième chose, Climessence va travailler ensuite par analogie, en essayant d'identifier des essences ou des provenances qui, dans certains endroits, on pourrait être des essences de remplacement de ces fameuses essences précédentes qui ne trouvent plus leurs exigences climatiques. Donc voilà, donc moi je dirais que c'est un peu une porte d'entrée Climessence, parce que vous allez le voir ensuite, on va descendre dans le détail, c'est une porte d'entrée pour déjà avoir une idée, je vous montrerai une carte tout à l'heure, avoir une idée des capacités de l'essence à résister globalement sur une grande échelle. Climessence, l'ONF est en train de travailler comment dire, décliner Climessence en zoom 50, 50 comme 50 mètres, en fait, pour ne pas rester sur cette maille aussi large. Et donc, on va avoir avec Zoom 50 ici un peu plus de précision et on va se rapprocher et on travaille ensemble à la cohérence de nos outils sur un outil que j'explique maintenant, qui est, que l'on appelle nous BioClimSol. BioClimSol comme biotique, climat et sol. Et là, on passe du service, on passe à l'outil. Donc l'outil vraiment sylvo-climatique de diagnostic. C'est-à-dire qu'on va être en principe, et même en réalité, on est à l'échelle cette fois-ci de la parcelle. Donc on va évaluer des risques et donc on va permettre aux sylviculteurs, qu'ils soient propriétaires finalement privés ou publics, peu importe, la forêt est la même, de décider à un niveau parcellaire cette fois-ci de ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire, soit en matière de choix d'essence, soit également en matière de sylviculture, c'est-à-dire de règles de culture de cette essence. Alors pour l'instant, avec BioClimSol, on a des modèles qui sont complets sur le dépérissement de 15 essences patrimoniales. Donc, bien sûr, vous vous en doutez, chêne, châtaignière, etc. Bon, les essences peut-être les plus connues. Tout cela, c'est pas fait au hasard. On a fait des études de terrain, on a 1800 variables, donc on n'est plus sur 3 critères, ou 3 indicateurs, on est sur 1800 variables. Je vous en ai mis quelques-unes ici, biotique, climatique, sylvicole, sanitaire, j'aurais pu rajouter daphique, pédologique et tout ce que l'on veut. Voilà, donc sur ces 15 essences, on pense être aujourd'hui assez performant. Il faut continuer d'alimenter, bien sûr, cette base de données, et chaque étude parcellaire nous permet d'alimenter à nouveau la base de données. Et pour d'autres essences, pour l'instant, pour une cinquantaine, on a ce que l'on appelle, de façon plus vulgaire, un modèle de niche. C'est-à-dire que là, on évalue juste un risque d'incompatibilité écologique. Alors on descend en nombre de critères, on se rapproche un peu de Climessence, mais on va un petit peu plus loin quand même, avec 7 critères climatiques, 8 critères édaphiques. Voilà, donc pour l'instant, on est sur cette base de données de 65 essences pour lesquelles on arrive à peu près à prédire un avenir, peut-être pas certain, mais plausible sur notre parcelle. Comment ça se passe concrètement? Bien, BioClimSol, c'est une application mobile, donc le technicien a ça sur son smartphone, et donc il va sur le terrain, il fait des mesures de pH, de profondeur du sol, il regarde les horizons, il travaille la réserve utile en eau, il travaille tout un tas de critères et il les saisit en direct sur son téléphone devant le sylviculteur, et il conclut en lui disant, écoutez monsieur, voilà, écoutez, le climat change, à plus 3 degrés ou à plus 5 degrés, il serait préférable de choisir telle ou telle essence et voire de la conduire de telle ou telle façon. Donc on a cette application mobile, et ensuite, eh bien, on a tout un tas de produits d'expertise cartographique pour les décideurs, donc pour les experts, les coopératives, etc., que l'on forme. On a à peu près formé aujourd'hui 300 personnes qui sont des opérateurs de terrain à l'utilisation de BioClimSol. BioClimSol a besoin d'évoluer encore. On est sur la phase 2 de BioClimSol, donc pour laquelle moi j'attends beaucoup et qui doit sortir vite, parce que nos données s'enrichissent tous les jours et il faut absolument les mettre en pratique. Et j'ai une dernière diapositive pour vous montrer un cas concret de comparaison. Et donc, il s'agit bien sûr de ne pas choisir un des deux outils, mais bien de dire qu'ils sont complémentaires. Climessence à gauche, j'ai pris le cas du hêtre. Nous avons une, je sais pas si on peut faire
Enfin, la carte de gauche en haut, c'est l'état actuel des capacités finalement du être à avoir une croissance normale, saine, etc. Dans un scénario optimiste, alors il est écrit ici à 2050, en haut à droite, donc vous voyez déjà qu'on réduit considérablement, donc finalement toute l'Occitanie, tout le nord de l'Aquitaine, les Pays de Loire, voire la région centre, et je ne parle pas bien sûr de PACA, sont exclus. Dans un scénario intermédiaire, bien on agrandit encore la tache rouge en bas à gauche, et puis dans un scénario pessimiste. Alors ça veut dire quoi des scénarios optimistes, intermédiaires ou pessimistes? Ce sont des scénarios selon les caractéristiques du GIEC, il y a des GIEC à plus 3, plus 5 ou plus de degrés. Vous voyez bien sûr que dans un scénario pessimiste, finalement, on exclut le être en gros de la France, sauf une bordure nord en Bretagne ou autre. Donc voilà, Climescence nous permet d'avoir déjà cette première entrée en matière, et avec Bioclimsol, on va affiner les choses, et l'on va regarder maintenant finalement au niveau du peuplement. Parce que peut-être que dans ces taches rouges, finalement, il y a des endroits où le peuplement est finalement aujourd'hui peu stressé, et donc on va vérifier si il est proche de l'exploitabilité. Est-ce qu'il faut le renouveler tout de suite et avec quelles essences? Est-ce qu'au contraire, on peut améliorer par une sylviculture plus appropriée de son état? Ou au contraire, on a un peuplement qui est déjà stressé, déjà dépérissant, et là aussi, on va vérifier est-ce qu'il est exploitable ou pas. Et s'il ne l'est pas, malheureusement, c'est assez inquiétant parce qu'on doit travailler à ce moment-là la résilience, et là, on peut rentrer sur d'autres outils. Donc voilà, rapidement présenté, et Albert va compléter, bien sûr, de façon pratique. Merci beaucoup. D'abord, j'ai une question dans le chat sur à qui s'adresse l'outil Climescence. Est-ce que c'est aux collectivités territoriales ou à d'autres interlocuteurs? Alors, prioritairement, il s'adresse aux sylviculteurs. Les personnes que nous avons formées, ce sont des acteurs économiques de coopératives d'experts. Nous avons formé également des techniciens de collectivités territoriales, notamment de départements, parce que certains départements ont des techniciens forestiers. Donc voilà, donc tout le monde peut venir se former à Climescence. Et y compris donc en forêt publique, les communes forestières et les collègues de manière. Merci. Donc je vais prendre le relais. Si on peut laisser la diapositive, ça fera un excellent passage de témoin. Donc je vais prendre le relais de la présentation de Roland. Donc vous avez compris qu'on a au départ finalement deux familles d'outils d'aide à la décision. Premier, Climescence, qui sont des outils à maille kilométrique supérieure qui vont permettre de déboucher sur le point dont je vais parler, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie raisonnée d'adaptation des fois au changement climatique. Donc là, on est bien au niveau stratégique. Et puis après, il y a de droite sur la diapositive, c'est un 50 qui est une forme d'outil de même nature. Ça, ce sont des outils d'aide à la décision sur la parcelle. Et dans ces outils d'aide à la décision de la parcelle, vont venir s'ajouter des facteurs qui ne sont pas pris en compte dans les outils stratégiques, qui sont des facteurs liés au sol, aux caractéristiques édaphiques. Or, le sol a un rôle très important dans la réaction réelle de l'arbre face au climat, parce que c'est un intermédiaire, je dirais, c'est un peu tampon entre le climat météorologique et le climat perçu par la végétation. C'est pour ça que quand on est à la parcelle, il faut avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Mais pour faire de la stratégie, je reviens au point dont je vais parler, pour faire de la stratégie, des outils de Climescence, ce sont effectivement tout à fait suffisants parce que, comme l'a expliqué Roland tout à l'heure, on a finalement un outil qui nous donne d'un côté la carte d'identité, le tempérament des grandes essences qu'on connaît dans notre pays, et de l'autre côté, on va avoir en contrepoint des scénarios climatiques avec des zonages géographiques et climatiques. Et en croisant les deux à l'instant T et dans le futur en fonction de ces différents scénarios, on va pouvoir avoir effectivement ce qu'on voit là avec la carte du mètre, et on la refait, ce type de carte, on la refait pour toutes les essences importantes. On va voir les situations dans lesquelles et les endroits, situations et endroits géographiquement dans lesquels les espèces présentes aujourd'hui restent en situation confortable, et puis les endroits où au contraire
elles vont tomber progressivement, plus ou moins vite et plus ou moins gravement en fonction du scénario retenu, dans ce que j'appelle une situation d'inconfort climatique, qui peut aller évidemment jusqu'à des dépérissements massifs. Alors quand on fait ce type d'exercice avec l'ensemble des essences majeures de la forêt française, et qu'on agglomère un peu tout ça, on arrive à un premier constat qui va nous servir à la construction de la stratégie. Le premier constat, c'est que globalement, à l'horizon de la fin du siècle, dans les scénarios du GIEC qu'on retient, nous on retient, puisque c'est la référence officielle, la TRAC, plus 4 degrés, on a en gros 50%, la moitié de la surface forestière française aujourd'hui, qui, on va dire, devrait passer le cap dans ce scénario-là, c'est-à-dire que sur cette moitié de forêt française, on devrait pouvoir continuer à mener une gestion, une sylviculture qui est assez voisine de l'actuelle, moyennant des ajustements, mais grosso modo, on pense qu'on n'aura pas besoin de révolutionner le système sylvicole actuel. Alors ça, c'est une moitié de forêt. Et comme on est dans un système incertain, en même temps qu'on dit ça, on dit qu'il va falloir quand même mettre un dispositif de suivi de monitoring pour vérifier que nos prédictions, parce que ce ne sont pas des prévisions, ce sont des prédictions, et nos projections ne sont pas démenties par les faits ensuite. Reste l'autre moitié. Et sur l'autre moitié, on va adapter une réponse proportionnée et graduée en 3 niveaux. Le premier niveau, en introduction, Antoine tout à l'heure a dit la forêt française, elle est quand même très diversifiée en termes d'essence. Alors c'est vrai qu'on a des essences objectifs, des essences économiques, qui font qu'on dit c'est une chênaie, c'est une maîtresse, mais en réalité, derrière le chêne, derrière le hêtre, qui nous sert de fil directeur en sylviculture, il y a d'autres essences. Donc première situation possible, l'essence objectif actuelle, elle va être en difficulté climatique, c'est pour ça qu'on met 50% de surface en inconfort climatique, mais elle est accompagnée d'autres essences, auxquelles aujourd'hui on s'intéresse finalement assez peu sur le plan économique, qui elles, dans les diagrammes qui sont là, s'avéreraient beaucoup plus résilientes, plus résistantes. Là, ce qu'on va faire évoluer la composition de la forêt, on ne plante rien, on prend ce qu'il y a, et on va faire évoluer la composition forestière, le cocktail forestier, en le faisant basculer de son état actuel vers un état où l'essence actuelle qui est fragile, on va la faire régresser, et les essences qui aujourd'hui sont secondaires, c'est-à-dire plus secondaires, mais qui sont plus résilientes, on va les faire monter en puissance. Et on va donc avoir un phénomène comme ça de substitution sans plantation, en régénération naturelle, qui va permettre d'aller vers des peuplements, j'espère, plus résilients. Ça, c'est le premier niveau de réponse, c'est quand on a des solutions en place. Deuxième niveau de réponse, c'est si on fait cette petite analyse que je viens de décrire, on ne trouve aucune essence qui tomberait demain en situation de confort climatique, ni la principale, ni la secondaire. Donc là, on ne peut pas s'en tirer en pariant uniquement sur ce qu'on a, il va falloir injecter du sang neuf dans le système. Et dans la manière, donc injecter du sang neuf dans le système, dans ce type de stratégie, il va falloir faire la plantation. Notamment au premier cas. Et injecter du sang neuf dans le système, là aussi, on a plusieurs degrés, on peut se faire de plusieurs façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle des flux de gènes de migration assistée, c'est qu'on va garder les mêmes essences, mais on va aller chercher des races, des variétés, qui sont dans des situations, aujourd'hui, dans des situations beaucoup plus sèches ou chaudes. On a fait une opération un peu médiatique, on a appelé Giono, par référence à l'homme du Comté des arbres. On a pris des graines de hêtraies de Sainte-Bourg, dans le Var, on a fait des plants, et ces plants, il faut les mettre à verre. C'est typiquement ce que j'appelle le flux gène. On reste dans du hêtre, sauf qu'on injecte dans des hêtraies du Grand Est, on va injecter une matière génétique de hêtraies méditerranéennes, sud-méditerranéennes, ou plus. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, qui est un cran un peu plus modificatrice, c'est qu'on ne reste pas dans la même espèce, dans la même essence, mais on prend des essences plus méridionales. Donc le cas typique, c'est le chêne pubescent. Le chêne pubescent, qui est un chêne plus
résistant à la chaleur sécheresse que les chaînes Cécile et Péniculées, on va faire monter les chaînes pubescentes vers le nord. Le pin maritime, par exemple, le cèdre. Donc on va retrouver là forcément des essences qui ont un caractère méditerranéen, puisqu'on cherche des choses qui résistent aux choses océans. Mais ce sont des essences qu'on connaît bien. On connaît bien en France, on les maîtrise bien, on les fait migrer peu à peu vers le nord. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait spontanément, les changements climatiques, c'était fait à vitesse lente, c'est un changement climatique spontané. Là, le problème, c'est que c'est un changement rapide, donc il faut qu'on accélère aussi le système. Et puis le dernier niveau, je dirais, de la stratégie, c'est le niveau le plus transformant, c'est que dans l'évolution climatique future, tous les cas que je vous ai présentés avant, on trouve des solutions sur notre territoire national. Ils ne sont pas au même endroit, mais en gros, on reste à l'intérieur du territoire national. Mais on sait bien que demain, on va avoir des franges du territoire national, par exemple la côte méditerranéenne. Il est évident que le changement climatique va évoluer vers un climat qu'on fera aujourd'hui. C'est possible. Donc si on veut des solutions pour ces franges qui vont basculer dans des climats futurs qui ne sont pas des climats connus par un autre pays aujourd'hui, et enfin, on disait tout à l'heure, on raisonne par analogie, c'est exactement ce qu'on va faire, on va raisonner par analogie, on va dire où est-ce qu'on trouve à l'extérieur de la France aujourd'hui ce type de climat, et c'est dans ces régions-là qu'on ira chercher, pour les tester, c'est pas pour faire une replantation massive, mais pour faire des tests, pour venir tester dans notre pays des essences forestières provenant de ces pays-là, en commençant par les pays proches de nous, parce que plus on est proche de l'ère française, plus génétiquement les matériels est compatible quelque part avec notre système. Donc il vaut mieux prendre quelque chose qui vient d'Espagne que des États-Unis, de Californie. La parenté, j'irais, est plus forte. Et donc on va aller chercher des choses dans le sud de l'Europe, dans le Maghreb, au Liban, en Turquie, des endroits où on trouve des zones qui pourraient avoir le climat qu'on trouvera demain en France. Et on va comme ça combiner tout ça pour faire évoluer peu à peu notre forêt. Et je dis bien évoluer peu à peu, il ne s'agit pas de faire de la substitution très grande surface, mais il s'agit, dans les 50% sur lesquels il faut faire des choses, d'injecter peu à peu des solutions. Merci beaucoup. J'ai une question qui s'adresse en fait plutôt la première intervention, c'est quelles sont les conditions d'accès à BioClimSol? Un agriculteur, un propriétaire peuvent-ils y accéder directement? Alors, ce que l'on demande à ces personnes, c'est de venir se former d'un autre côté. Parce qu'on ne peut pas utiliser BioClimSol comme ça tout seul, il faut savoir faire une analyse de sol, il faut savoir rentrer certaines données, savoir trouver où envoyer ces données. Donc voilà, donc on propose nous des formations, donc c'est l'Institut pour le développement forestier, le service de recherche et développement qui les propose, et on a en permanence des groupes qui se forment, donc il faut se rapprocher de nos services, et tout le monde peut accéder à ces formations. Merci. J'avais deux autres questions. L'une, c'est sur les montagnes. Avec le réchauffement climatique, on a les débits des fleuves qui fluctuent de manière un peu différente, les neiges qui fondent plus tôt, bref, le climat qui change assez fortement. Et Antoine Collin nous a expliqué tout à l'heure qu'on avait beaucoup reboisé les montagnes, donc ça compte dans le dispositif. Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire sur elles? Et l'autre, c'est sur le rendement, s'agissant du renouvellement avec des espèces franchement plus au sud. Les palmiers, ça ne croît pas très vite. Donc, est-ce qu'en termes de rendement, justement, ça change beaucoup de choses et dans quelle proportion? Alors, sur la première question, il est évident que les impacts climatiques sur les zones montagneuses, et notamment sur les peuplements qu'évoquait Antoine dans l'introduction, sont des choses qui vont avoir des impacts. Pourquoi? Parce que ces forêts-là ne sont pas plus à l'abri que les autres du changement climatique, encore que l'altitude a quand même un effet, c'est comme le sol, l'altitude a quand même un effet tampon, mais néanmoins elles seront touchées aussi. Et puis parce qu'on a souvent, si on pense au peuplement notamment, ils ont souvent été mis sur le terrain un peu à la marge. Le sol n'est pas non plus toujours extraordinaire.
Ceci étant, dans un certain nombre de ces surfaces forestières de montagne, type RTM, aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation. Ce ne sont pas de forêts de production, ce sont des forêts de protection. Et donc là, la réflexion qu'on a, c'est une réflexion du même type. Hein. Qu'est-ce qui risque de se passer en termes de dépérissement? Mais notre réflexion, c'est par quoi on va pouvoir remplacer le couvert végétal arboré par un autre couvert végétal qui assure le même coût de protection et de non-protection. Et là, on n'a pas forcément besoin d'arbres. Et donc, on fait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, un diagnostic complémentaire qui est de regarder qu'est-ce qui apparaît actuellement, parce qu'il y a des choses qui se font spontanément, en sous-bois, dans ces fameuses forêts de protection. Et là, ben, c'est au cas par cas. Si on voit que la dynamique de sous-bois est suffisante pour faire le couvert, ça peut contenter. Si on voit que la dynamique de sous-bois n'est pas suffisante pour faire le couvert, on va engager, comme pendant on va engager des actions de plantation, mais par plantation, par enrichissement, en espérant que effectivement, le système s'étendra. Et c'est sûr que ce sont des conditions difficiles. Sur la deuxième partie, tout à l'heure, Christine disait que le moteur de cette affaire-là, c'est la photosynthèse. De toute façon, prenez le végétal que vous voulez, s'il y a moins d'eau, s'il y a moins de la photosynthèse, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Si un des ingrédients, en l'occurrence l'eau, vient à manquer franchement, évidemment, le système va être moins productif. Alors après, il y a un effet espèce, c'est clair. Les espèces, elles ont des systèmes de régulation, de résistance à la sécheresse qui sont variables, mais de toute façon, ça c'est physiologique. Voilà. Donc oui, ça poussera moins vite. Et moins vite, c'est de l'ordre de 10%, 50%, 80%. Alors ça, on commence à voir, enfin Antoine en a un peu parlé tout à l'heure, hein, il a dit, il y a eu une courbe d'accroissement biologique qui était très dynamique. Là, on est sur un palier, on commence même à voir une inflexion. Donc, c'est ce type d'observation un peu régulière qui va nous permettre de voir effectivement le type de pente qu'on va prendre. Mais je dirais que le facteur clé là, c'est il faut surtout éviter, pour toutes les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure, il faut surtout éviter le dépérissement, il faut surtout éviter la disparition. Quoi. Parce que faut voir quelque chose, c'est qu'un arbre performant en termes de productivité, c'est un arbre qui est fragile. C'est comme pour les voitures, hein, une Formule 1, ça va beaucoup plus vite qu'une voiture de seulement, c'est fragile. Donc aujourd'hui, pour dire les choses de manière un peu imagée, on est en train de troquer dans notre stratégie une partie de la productivité pour avoir en contrepartie beaucoup plus de résilience. Après, c'est certain que le changement d'essence aura des impacts sur les volumes, les rendements, mais je pense que c'est ce dont on parle aussi, sur les propriétés techniques du matériau bois. Donc derrière, il y a toute une adaptation sur les volumes, sur les usages, sur les outils de transformation. Très bien, cette dernière intervention fait le lien avec le témoignage de Maxime Chaumet. Maxime, vous représentez l'interprofession France Couleur Forêt, qui a pour caractéristique de regrouper les acteurs d'une longue chaîne de valeur, hein, depuis la graine forestière, et donc la partie du modèle forestier dont on a beaucoup parlé, avec toutes les transformations du bois, hein, jusqu'à la mise en œuvre de produits bois très élaborés dans la construction. Et votre interprofession a fait le choix récent de bâtir un modèle de flux qui, justement, rattache cette disponibilité forestière dont on a parlé, ces évolutions, avec la consommation attendue et au milieu votre modèle de transformation économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, d'une part, ce qui a pu motiver les acteurs professionnels à s'engager dans un travail de modélisation, tout ça qui n'est pas évident, les enseignements que vous en tirez, et notamment si ce travail par les professionnels vient faciliter
les questions de bouclage entre cette disponibilité forestière et les demandes. Voilà, je vous cède la parole. Très bien, merci Jean-Luc. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez mon PowerPoint. Je vais vous présenter rapidement le travail que la filière a mené avec le cabinet Carbone 4 et puis répondre aux questions que Jean-Luc me pose justement sur les enseignements. Le contexte de cette étude, c'est bien la stratégie française énergie-climat qui a été lancée et la commande de la filière. Alors, France Bois-Forêt, effectivement, mais en lien avec le Codifab et Copacel, d'une étude à Carbone 4 pour répondre à différentes questions. L'objectif était d'une part de modéliser les flux physiques de notre filière, de réfléchir aux évolutions attendues sur l'offre et sur la demande en vue de produire, comme ça a été dit, un scénario de bouclage justement, et proposer un schéma de filière à horizon 2030 et 2050. Et la question vraiment qui était posée, c'est à horizon 2030 et 2050, quel scénario carbone pour la filière forêt, bois, papier, et comment cette filière, en fait, comment notre filière pouvait contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. 4 dimensions ont donc été étudiées dans cette étude. D'une part, l'état de la filière en 2019, qui était en fait l'année de référence qui nous semblait la plus à même d'être étudiée, notamment du fait des années particulières 2020 et suivantes. Comment la demande en bois et la récolte allait se comporter à horizon 2030 et 2050, et bien entendu la dimension du bouclage qui était quand même celle qui était également importante, c'est-à-dire de produire un scénario qui puisse boucler entre la demande en bois, la récolte, les importations, exportations, mais également les consommations intermédiaires, autoconsommation que je pourrais évoquer rapidement. J'ai juste repris quelques diapos de Carbone 4 pour vous expliquer un petit peu comment le travail sur le modèle de flux a été mené. D'une part, les flux dans la filière ont été modélisés en partant bien entendu de la récolte en forêt qui s'élève à 52 millions de mètres cubes, donc ça c'est bien en 2019, qui se compose, alors voilà, tout a bien été décomposé selon le bois d'œuvre, le bois d'industrie, bois énergie. La récolte hors forêt a également été intégrée puisqu'elle a aussi une vocation de servir des marchés de la filière, notamment en énergie et pas uniquement. Un solde des imports-exports qui correspond à un apport net de 5 millions de mètres cubes équivalent Boiran sur écorce. Donc on a bien pris en compte les importations, les exportations et enfin les produits en fin de vie qui représentent quand même un gisement additionnel de 17 millions de mètres cubes qui ont bien été, dont 12 millions pour le papier carton, ont bien été intégrés. Et donc, c'est de cette façon-là que le cabinet Carbone 4 a travaillé pour remodéliser, on va dire, les flux dans notre filière. Et donc, par secteur, donc là, c'est en petit, mais le PowerPoint vous sera envoyé et à la fin de la dernière slide, vous aurez un lien pour accéder à ce diagramme de Sankey. En fait, par marché, on a pu reconstituer en fait l'ensemble des flux dans notre filière avec en partie toute la ressource en bois, que ce soit du bois d'œuvre distingué entre feuillus et résineux, du bois industrie et bois énergie, tout cela à partir des données de l'IGN. Tous les maillons de transformation de la filière ont été intégrés, les importations et exportations également. L'autoconsommation, je l'évoquais juste avant, est bien considérée et représentée de manière distincte dans ce diagramme. Et tous les marchés de demande ont été décrits de façon distincte, donc qui nous permet d'avoir vraiment une vision qu'on n'avait pas auparavant de l'articulation de l'ensemble des flux physiques dans notre filière pour tous les marchés, donc construction, ameublement, emballage bois, papier carton et bois énergie, qui sont les 5 gros marchés qu'on avait définis au sein de la filière. On a fait une modélisation de ces flux et on a étudié, on a réalisé une prospective sur la récolte et la demande à horizon 2030 et 2050. Donc, je présente ce qu'on a imaginé sur les flux forestiers, mais en tout cas, on s'est basé sur une étude que l'IGN et le FCBA ont réalisé ensemble. 36 modélisations concernant les flux forestiers ont été émises et donc une seule a été choisie dans notre modèle. Elles tiennent compte de scénarios climatiques, de scénarios de récolte, de scénarios de reboisement. Et donc, nous avons choisi, dans le cadre de cette étude,
une modélisation qui prévoit une hausse de la mortalité et la diminution de l'accroissement avec des vagues de crise entre 2020 et 2050. Donc, c'est-à-dire, ce ne sera pas, enfin, on n'a pas imaginé une mortalité en hausse linéaire, mais vraiment un phénomène par crise successive. On a choisi aussi dans ces hypothèses une hausse des prélèvements de 10 millions de mètres cubes, donc faisant passer de 52 millions de mètres cubes du scénario de référence en 2019 à 62 millions de mètres cubes total en 2035, et un scénario de reboisement avec atteinte des objectifs de la planification écologique dès 2030, avec 600 000 hectares de reboisement d'ici 2035. Donc là, on a vraiment pris le scénario le plus optimiste. Et donc, on a fait matcher, entre guillemets, ce scénario de récolte avec le scénario de demande. On a étudié, bien sûr, les marchés à horizon 2030 et 2050 pour aboutir à un scénario de bouclage, un scénario de convergence qui prévoit effectivement ce que je viens de vous dire sur l'augmentation de la récolte, qui prévoit une récolte de bois d'œuvre en augmentation, de 25 millions de mètres cubes par an à 30 millions de mètres cubes par an entre 2030 et 2050. Une capacité de la filière à orienter davantage de bois de moindre qualité vers du bois d'œuvre, donc avec une capacité de stockage du carbone sur du temps plus long, et une augmentation des volumes de bois d'œuvre feuillu dans les sciages pour la construction. Voilà, c'est une des hypothèses de notre scénario de convergence. Et enfin, l'importance du développement de la fonctionnalité du recyclage et réemploi qui permettrait, alors on l'a déjà vu, c'est un poids important dans le gisement de matières premières en 2019, mais qui permettrait un gisement supplémentaire de 8 millions de mètres cubes à horizon 2050. Donc voilà un petit peu je suis allé rapidement puisque j'avais 8 minutes, mais les grandes conclusions que cette étude, on va dire, nous a permis d'apporter. C'est une étude qui a fortement mobilisé la filière. Pendant un petit peu plus d'un an, tous les maillons de la filière ont été vraiment impliqués et qui a également intéressé les parties prenantes, notamment l'État via le SGPE dans le cadre des travaux sur la planification écologique. C'est une étude de notre côté qui est puissante car elle a été déjà faite en filière, donc tous les maillons de la filière ont été mobilisés. Elle est puissante aussi parce qu'elle propose un bouclage à horizon 2050. C'était vraiment une condition, les conditions de succès qui en découlent sont importantes. Et donc, elle tient compte de, entre guillemets, la hiérarchisation des flux et la hausse de la demande qu'il fallait bien tenir compte, dont il fallait bien tenir compte. Mais c'est une étude qui pose néanmoins, alors avec une certaine fragilité, des questions qui concernent le bouclage biomasse au vu de la demande énergétique qui sera croissante, puisque la production de biocarburants à partir de biomasse forestière a été exclue de cette étude et qui pourrait, selon certaines hypothèses, et qui pourrait concerner 21 millions de mètres cubes par an. Donc, en rapport avec les 52 millions de mètres cubes récoltés en France par an, ça déstabiliserait complètement le modèle. Donc, il y a quand même des questions qui ont été posées. Et donc, vous aurez les slides puisque le site France Bois Forêt héberge la présentation vidéo que Carbone 4 a faite donc, de cette étude, donc l'étude complète, un document de synthèse, le diagramme de Sankey et puis le communiqué de presse voilà, qui représente un petit peu tous les éléments. Merci bien. Peut-être juste une question sur les 600 000 hectares de reboisement ou kilomètres carrés, je crois, non, hectares de reboisement que vous évoquez. Il s'agit de quelque chose qui est pris sur la forêt existante ou bien ça joue également sur d'autres surfaces? Alors, il y a bien le renouvellement forestier de surface déjà existante, mais également, on a tenu compte d'accrues potentielles sur des terres qui n'étaient pas forestières jusque-là. Alors, dans le détail, je ne pourrais pas vous le redire, mais alors, bon, Jean-Luc et Christine qui sont sur place, qui ont été vraiment aussi des chevilles ouvrières de l'étude, pourront vous donner la répartition, mais les deux ont bien été pris en compte. C'est plutôt Antoine Collin qui peut compléter parce que ou Antoine. Les résultats de l'étude IGN, mais c'est la poursuite de la tendance quand même à l'augmentation de surface pour les aspects recrus. Et puis sinon, c'est la reconstitution des surfaces observées dépérissantes ou estimées vulnérables à l'horizon 2050. Bien, on peut peut-être
pâtisserie est l'exposé suivant. Alors, on a compris au travers des exposés que les sylviculteurs allaient avoir besoin de beaucoup de liberté, de choix pour faire ce travail d'adaptation des forêts, et que ça passe aussi bien sûr par l'existence d'exutoires économiques pour les produits des sylvicultures. Monsieur Dominique Weber, vous êtes industriel, vous présidez le comité stratégique de filière bois, et on sait que notre filière industrielle n'a pas échappé entre les années 70 et 2020 à la forme de désindustrialisation généralisée qui a affecté la France, avec une chute de 10 points dans le PIB de la contribution des industries manufacturières. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels résultats économiques récents la filière bois a pu obtenir, quels sont ses objectifs de progrès, et avec quel levier on pourrait soutenir ce passage à l'échelle d'une transformation du bois accrue en France, qui sera nécessaire pour justement accueillir tous ces produits de sylviculture. Merci Jean-Luc. Oui, alors très rapidement, le contrat stratégique de filière, le comité stratégique de filière a été écrit, existe depuis 2012 dans le cadre du Conseil national de l'industrie. On a été identifié, la filière forêt-bois, dans toute sa composante, a été identifiée comme filière stratégique. C'est bien, c'est vrai, Jean-Luc le rappelait, la désindustrialisation a en particulier fortement touché la transformation du bois en France. Donc depuis 2012, la filière forêt-bois, à l'écoute des nombreux ministères qui s'intéressent à lui, le ministère de l'économie et des finances, et c'est une très très bonne chose. Alors après, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Le potentiel de la filière aujourd'hui, on peut l'estimer peut-être à 800 900 000 emplois. Aujourd'hui, on est à 400 000, on a gagné 20 000 depuis 2019. Je donne le chiffre de 900 000 parce que c'est ce qu'on va comparer, en comparaison trouver par exemple sur un pays comme l'Allemagne, qui a, lui, un tissu industriel bien plus important. Le PIB allemand, quand on est à 10% en France, même c'est à 20%, dans la filière forêt-bois, on a un peu les mêmes écarts. Donc il y a un gros travail de fond de redynamisation du tir industriel, et le comité stratégique de filière dans ses contrats à cette mission. Alors, de façon concrète, si on prend les chiffres, j'ai évoqué 420 000 emplois aujourd'hui, une valeur ajoutée de 27 milliards d'euros, un chiffre d'affaires qui dépasse les 70 milliards. Tout ça, ce sont des chiffres issus de la veille économique mutualisée, qui est un outil de la filière qui a été mis en place il y a quelques années, qui ne fait pas de prospective comme pourrait le faire le modèle Carbone 4, mais qui a au moins le mérite de poser des chiffres et de voir un peu les enjeux qui se présentent à nous au regard en particulier du changement climatique et la nécessité aussi de créer de l'emploi en France, de relocaliser des activités aujourd'hui de transformation du bois qui se font à l'étranger. On sait qu'il y a encore des grumes en chaîne qui partent en Chine, qui reviennent en parquet ou en meubles, même si aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une histoire un peu ancienne, mais les choses bougent beaucoup, et c'est vrai qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ne puisse pas bâtir un outil de production en France, et dans tous les segments, que ce soit la première transformation, la deuxième, l'ameublement dont je suis issu, et qui est un secteur qui a beaucoup perdu d'emplois ces 20 dernières années. Moi, j'ai connu l'ameublement avec plus de 200 000 emplois. Quand on additionnait il y a 30 ans la totalité des métiers autour de l'aménagement de l'habitat, aujourd'hui, on considère que l'ameublement, c'est 60 000 emplois. Donc il y a un écart entre la mécanisation, l'automatisation, la nécessité aujourd'hui de travailler sur la personnalisation, effectivement, implique effectivement de grands investissements. Donc, la chance d'être bien identifié en filière industrielle nous a permis
dans le cas de France 2030 et d'abord France Relance, d'être identifié comme une filière stratégique, à la fois par ses enjeux et sa capacité potentielle à créer de l'emploi en France, parce que les emplois de la forêt, de la filière forêt de bois sont sur les territoires. Les forêts, elles ne sont pas à Paris, elles sont partout en France. Donc ce sont des emplois qu'on peut créer en France avec des savoir-faire souvent historiques qu'il faut retrouver et des vraies capacités industrielles à reconstituer. Première transformation, évidemment, l'exploitation forestière, qui est un point de fragilité actuellement compte tenu de la taille des entreprises et des enjeux pour sortir des bois de la forêt. Donc, en fait, tout ce caractère industriel et de nécessité de relocalisation industrielle touche la filière dans son ensemble. Donc, la Chambre de France 2030, c'est qu'on a été, en tant que filière stratégique, identifiée et l'État a accepté de mettre sur la table 500 millions d'euros d'aide d'État sous forme de subventions d'avances remboursables. Et ces 500 millions aujourd'hui ont permis, en particulier dans le domaine industriel, de déployer des appels à projets d'industrialisation des produits et de systèmes constructifs bois. Le premier marché de destination de la filière, c'est la construction. Il peut en témoigner, et cette filière avait besoin d'arrêter d'acheter ses produits d'ingénierie en Allemagne, en Autriche, en Suède ou ailleurs, et d'utiliser le bois tranché. Ça, c'est possible en ayant des outils de production sur ça. Donc il y a eu des scieurs, des messiers dans le CLT, dans le LBL, dans les voies d'ingénierie que nous n'avions pas et que nous cherchions en grande partie à l'étranger. Donc ça, c'est cet enjeu de construire des usines en France, et c'est pas la lubie d'aller couper tous les arbres et qu'il n'y ait plus de forêt dans 30 ans, c'est réellement de relocaliser l'activité dans une nécessité d'accompagner la gestion durable, comme ça a été évoqué, et ça veut dire des scieries, ça veut dire des outils de deuxième transformation, c'est des capacités de faire des voies d'ingénierie pour la construction, mais pas que. Un secteur que je connais bien, l'ameublement, si vous regardez vous avez tous acheté peut-être une cuisine récemment, vous avez peut-être en acheté une, mais les cuisines sont tenues par des leaders industriels très intéressants, Cuisine Schmitt, le groupe Fournier dans le Savoie, sont vraiment des compétiteurs qui se sont battus, mais ils n'ont réussi que par l'investissement. C'est des entrepreneurs qui investissent par an entre 50 et 80 millions d'euros par an. Si on prend le cas des panneaudiers, une usine de panneaux aujourd'hui en France, c'est minimum 25 millions d'euros par an d'investissement continu qu'il faut engager pour produire des panneaux qui sont d'ailleurs une solution très intéressante pour la transformation du bois, puisqu'on récupère des connexes de scierie, mais pas que, de plus en plus de bois recyclé. On parlait de la filière de recyclage, effectivement, c'était une opportunité, mais ces bois recyclés, il vaut mieux les mettre dans des panneaux français que de les voir partir en camion en Suède ou ailleurs pour alimenter les panneaux. Voilà, donc il y a tout ce travail de relocalisation et ces appels à projets de façon très concrète, près de 200 millions sur les industrialisations de produits. C'est plus de 71 projets depuis 2021 qui ont été labellisés. Donc 1,5 milliard d'investissements quand même, c'est pas rien. Sachant qu'en moyenne, la filière forêt-bois depuis quelques années investit tous les ans 4 milliards. Donc là, il y a vraiment un effet de levier intéressant avec les aides publiques. Et il faut que ça continue. À côté de ça, on a besoin de faire des bois d'ingénierie, de sécher les bois. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé, BCNB, qui permet de financer des installations de séchage de bois, voire de cogénération, produire aussi de l'électricité et permettre à l'entreprise d'amortir ses coûts d'exploitation.
Là, c'est plus de 31 projets qui ont levé près de 500 millions d'euros d'investissement. Et là, l'argent public a vraiment un intérêt absolument majeur. Que nous, on souhaite là, dans les années à venir, c'est que ça continue. Parce que là, l'après-Covid, ça ne fait que 2 ans. Et on a estimé, unité stratégique, qu'il faut au moins 3 années consécutives d'engagement des pouvoirs publics sur la filière forêt-bois, c'est-à-dire au moins 500 millions d'euros par an, jusqu'en 2027, c'est ce qu'il faudrait, parce que les outils commencent à émerger. On sait que la forêt, il va falloir sortir certainement beaucoup de bois de crise, les transformer en majeur en bois et éviter au maximum que ça parte en énergie. C'est ça l'enjeu. Christine m'a rappelé, hein, c'est le bois matériau qui doit être le fil conducteur de tout ça. Hein. Le carbone biogénique qu'il faut conserver dans les produits. Donc ça, c'est des enjeux majeurs et il faut se féliciter quand même que les pouvoirs publics ont compris que dans la décarbonation de l'économie, la filière forêt-bois avait sa place à prendre. Je rappelle quand même qu'il présente d'ores et déjà 13% des emplois industriels en France, hein, c'est pas bien. Donc si demain on arrive à créer 100 000, 200, 300 000 emplois, on en parlera beaucoup plus que l'automobile, l'aéronautique et peut-être d'autres secteurs qui ont l'habitude d'être devant la scène. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi, alors intéressant, alors ça peut être aussi aujourd'hui un frein par rapport au niveau d'investissement. Hein. Il faut savoir que quand on investit, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, pour en gagner 1 million de plus, il faut investir 1 million. Aujourd'hui, c'est ça dans la filière forêt. Et on a une chaîne de PME, essentiellement, de TPE, si on prend l'exploitation forestière. Acheter une abatteuse qui va coûter 800, peut-être 1 million aujourd'hui, avec l'inflation, c'est quand même compliqué pour des entreprises individuelles, voire impossible. Donc tous ces enjeux-là, il va falloir les travailler et cette chaîne de PME est un atout parce que ce sont des entreprises plutôt familiales, à capitaux encore aujourd'hui français, mais qui vont devoir quand même passer un cap. La PME devra devenir une ETI si elle veut suivre les niveaux d'investissement. Hein. Je le dis, l'investissement, c'est un truc en continu. Hein. Moi, je vis en Alsace, je vois bien un peu les Allemands, comment ils se sont développés depuis 30 ans sur l'industrie. C'est à feu continu. Alors c'est vrai que quand il y a une grasse crise, comme il la rencontre aujourd'hui, ça peut être très embêtant. Mais nous, on va construire des outils agiles, numérisés, parce que demain, il va falloir traiter dans les scieries des boîtes de qualité diverses. Et ça va être assez compliqué par rapport aux outils que nous avons aujourd'hui. Si on ne les modernise pas, si on ne va pas sur des outils qui intègrent de plus en plus de numérisation et de personnalisation, ça va être compliqué. Donc l'enjeu, et avec Jean-Luc Conceva, on explique que l'investissement, ce n'est pas un coup, c'est tout le temps, et c'est en continu, et c'est ce qui fera qu'on aidera la forêt à l'horizon 2050 à se transformer. Parce que si on sort les bois pour les envoyer, je dis en Chine, c'est toujours un peu l'image, au Vietnam ou ailleurs, c'est quand même un peu dommage. Aujourd'hui, d'ores et déjà, on consomme 68% de la consommation de bois en France est assurée par la filière française, ce qui est déjà bien. On pourrait faire plus. Et puis après, les enjeux évidemment de compétitivité, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on n'exporte pas aussi nos produits à l'extérieur, hein, parce que c'est ça aussi le jeu. Il nous faut des entreprises modernes, de taille suffisante pour attaquer ces marchés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État français a pris ses responsabilités, et puis on peut le remercier, il faut simplement que ça continue, que ça ne s'arrête pas, surtout dans un contexte où on nous explique qu'on va nous raboter un petit peu toutes les aides. Donc on pense notamment que peut-être qu'il y a des dispositifs appel à projets qui sont parfois complexes, parce que c'est des projets longs, que l'ADEME a dû parfois un peu de mal à instruire. Donc on pourrait avoir des dispositifs, on a été reconnu dans le projet de loi, enfin dans la loi Industrie verte, qui a identifié la filière forêt-bois, mais aujourd'hui on ne bénéficie pas des crédits d'impôt que
qu'ont la batterie ou qu'ont les panneaux solaires ou d'autres technologies qui sont peut-être plus à la mode. Mais enfin, nous, quand même, stocker du carbone de la forêt dans les matériaux, je trouve que c'est un truc c'est vraiment une industrie. Mais les crédits d'impôt, évidemment, c'est peut-être pas à la mode, mais enfin, il faut tester, il faut y croire. En tout cas, disons que la dynamique est partie, les dispositifs appel à projet continuent, puisqu'on a maintenant un appel à projet qui a pris la suite. Chaque fois son nom, industrialisation performante des produits bois. L'idée était de ne pas parler que construction, mais d'aller aussi sur des domaines d'ameublement, d'agencement, d'emballage notamment, qui est un secteur très stratégique, très intéressant. On peut stocker beaucoup de bois dans les palettes et puis surtout on les renouvelle. L'idée étant effectivement que tout ça, ça ne part pas à l'énergie. Et ça va être aussi notre grand combat. Et c'est vrai que pour décarboner l'industrie aujourd'hui qui pollue beaucoup et qui utilise beaucoup d'énergie pétrolière, c'est vrai que c'est les dangers qui nous menacent. C'est clair qu'aujourd'hui, on pèsera peut-être pas très lourd quand on nous dira la forêt, on en aura besoin pour décarboner l'aéronautique ou d'autres. Donc pour l'instant, on résiste. Mais si ce n'est pas forcément tout à fait gagné. Peut-être des questions? J'ai mon portable n'ayant plus de batterie. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question, mais qui concernait plutôt l'étude de la présentation précédente. Alors c'est sur l'étude de Carbone 4. Alors, parce qu'on nous demande si vous intégrez un volume de pyrogazéification du bois forestier dans cette étude. Définir le terme. Merci. Ah, mais c'est CVT peut-être. Non, toujours. La pyrogazéification, donc c'est une question sur est-ce que c'est inclus dans l'étude Carbone 4? Non, alors on ne l'a pas intégré. Attends, Jean-Luc, tu peux me. Excusez-moi, j'ai le son. Pas à cette maille aussi. C'est encore émergent. Voilà. Donc effectivement, on est resté, je pense, sur les grands flux. J'ai une autre question rapidement, parce qu'on est un peu accordé, sur la partie maison à ossature bois. J'avais compris que les normes que tentent à imposer les pompiers ou les assureurs sont de dire que certes le bois c'est un isolant, mais que ça serait aussi bien s'il avait exactement les mêmes caractéristiques que du béton, ce qui n'est pas tout à fait exact tout de même. Donc, qu'est-ce qu'il en est des normes en l'occurrence? Est-ce qu'il y a des progrès à faire en la matière? C'est mieux. C'est une réglementation incendie qui occupe aussi beaucoup dans le cadre du contrat stratégique de filière. Oui, c'est un enjeu absolument majeur, c'est 50% de nos débouchés. Donc il va falloir qu'effectivement cette refonte de la réglementation incendie ne soit pas défavorable au bois. On y travaille, on dit que Thierry est là, et je crois qu'il a perdu tous ses cheveux en partie. Non, mais le combat n'est pas fini, et pour l'instant, évidemment, le bois brûle, mais voilà, il se poursuit. Il perd ses caractéristiques techniques au dernier moment et les pompiers peuvent rester plus longtemps dans une structure bois, etc. Non, ça c'est un mythe mais on a des lobbies. Non, j'ai juste une question. Excusez-moi. Quel est le déficit tout de même commercial de la filière? On est toujours à 11 milliards. Ça, c'est tout de même le. Non, mais c'est le problème. Solidéo, voilà. C'était en que fait 25% du bois français. Je pense qu'il y a ce sujet maison à ossature bois, et il y a le sujet ameublement qui est quand même bien sûr sur lequel on a un potentiel qui est pas négligeable. Madame la sénatrice, vous avez la Catherine, je me permets de vous introduire, vous êtes sénatrice de la secteur. On est ravis d'avoir votre. Vous avez contribué au développement. On est ravis d'avoir votre expression, puisqu'on a compris au travers de tous ces exposés que la forêt
L'avenir de la forêt, c'est un sujet important, en ce moment, trois composantes. Les territoires qui emportent la diversité, mais aussi des emplois. Nos concitoyens entre moins de ruraux, plus urbains, et également la nation et la question de reconnaissance d'intérêt général pour l'ensemble de la nation de la forêt. Il y a des éléments de repère fixe qui bougent un peu. En France, on a cette tradition de considérer que la gestion des forêts est durable si elle est multifonctionnelle au point du territoire. Ça depuis longtemps, c'est un peu remis en question. Et puis il y a cette question des risques qui viennent percuter notamment la vision de nos concitoyens d'une forêt stable, entre les risques très visibles comme les incendies de forêt, d'autres moins visibles comme les dégâts de gibier, sans parler finalement de montrons ultra. Donc on voulait peut-être vous demander comment garder finalement une vision partagée autour de tous ces sujets avec votre expérience. Merci beaucoup en tout cas de m'associer à ce partage de réflexion, parce que c'est vrai que la forêt, on voit, c'est un sujet complexe finalement, et au travers de cette approche multifonctionnelle, on voit qu'aujourd'hui la forêt, c'est l'enjeu d'adaptation et de réponse au changement climatique, c'est l'enjeu du matériau renouvelable, c'est l'enjeu de l'énergie renouvelable, c'est l'enjeu aussi de l'emploi sur les territoires. Et donc le politique, je dirais, fort heureusement, prend de plus en plus conscience de l'importance de la forêt. C'est l'ONF que je vais dire, parce que c'est Jérémy qui disait qu'il avait créé l'ONF parce que c'était toujours la forêt qui pâtissait des arbitrages. Voilà. Donc aujourd'hui, on est malheureusement quand même encore dans ce contexte, et en tout cas au niveau parlementaire, on essaie d'être assez présent pour apporter, dans le cadre de mon groupe d'études, parce que je suis présidente du groupe d'études pour la filière du bois, d'apporter à nos collègues parlementaires une compréhension de cette filière très, très transversale et assez complexe pour celui qui n'est pas plongé régulièrement. Alors d'abord, moi je voudrais dire que je pense qu'en France, on a cette grande chance d'avoir cette approche multifonctionnelle. Et moi je salue nos aînés visionnaires qui, dès les années 2000, avec la loi d'orientation forestière, ont affirmé ce principe de multiplication, de multifonctionnalité, c'est-à-dire que désormais, on aborde la forêt en considérant son potentiel en termes de biodiversité et environnement, matériaux économiques, production sur les territoires, mais aussi un élément de la société où on le voit aujourd'hui, où nos concitoyens sont de plus en plus attentifs. Ils vont s'y ressourcer, ils s'y intéressent. Donc je pense qu'on était vraiment, que nos aînés étaient vraiment visionnaires parce qu'ils ont implanté, c'est ce qu'elle veut dire, ce principe très fort. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez positif aujourd'hui que nos concitoyens s'intéressent à la forêt, mais en même temps, on a un peu le sentiment que chacun reste dans son silo. Mais j'oserais dire que c'est aussi vrai pour les forestiers. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'amont connaissait l'amont, l'aval connaissait l'aval. Et qu'on a fait, on est aussi en train de faire un peu notre petite révolution au sein des forestiers pour essayer de se comprendre mieux et de mieux articuler la production, la gestion durable et le bon usage en fait de cette ressource qu'on a la chance d'avoir sur nos territoires. Il faut qu'on arrive ensemble à sortir peut-être de cette vision en silo, c'est ce que les forestiers dans une général font de plus en plus, mais c'est peut-être ce qu'on n'a pas assez fait avec nos concitoyens. Et aujourd'hui, nos concitoyens ne voient pas forcément toutes les menaces qu'on vient un peu d'évoquer, qui pèsent sur la forêt, les menaces, on n'a pas forcément dit aujourd'hui, tout ce qui est surabondance de gibier, les menaces incendies, on en a parlé, les menaces liées au changement climatique, avec la sécheresse, les insectes, mais aussi la sous-mobilisation du bois depuis une absence de sylviculture, le sous-investissement est évident, point de vigilance pour l'avenir, demain peut-être aussi des restrictions en matière de politique budgétaire, en matière de fiscalité aussi, et je pense que c'est important en fait, que nous continuions que nous soyons de plus en plus vigilants à sensibiliser nos concitoyens sur cette réalité de la forêt, qui est plus complexe que ceux qui veulent bien voir quand ils profitent de la forêt
forêt. Et pour ça, la loi sur la loi d'orientation forestière de 2000, elle a eu aussi cette grande vertu de proposer la mise en place de beaucoup de stratégies locales de développement forestier. On connaît beaucoup les chartes forestières du territoire, il y a des plans de développement massif, beaucoup de choses qui se sont mises en place ces 20 dernières années. Et en fait, c'était là aussi très avant-gardiste, puisqu'en fait, une charte forestière du territoire a permis autour de la table les forestiers, qu'ils soient propriétaires, publics ou privés, sur un territoire. Donc, je pense que vous les connaissez, parce que si vous êtes là, c'est peut-être intéressé. Les exploitants, les entreprises du territoire, les associations, y compris environnementales, les chasseurs. Et moi, je constate quand même que même si tout n'est pas parfait, les territoires, on a réussi à mettre en place des dynamiques assez positives autour de ces chartes forestières. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, les populations changent, c'est un travail qui est sans cesse à recommencer, à sensibiliser. Moi, je fais également partie de l'association des communes forestières et avec tous nos partenaires forestiers, on fait beaucoup d'actions aujourd'hui en direction aussi des scolaires, parce que je pense qu'il y a une vraie acculturation à faire auprès de l'ensemble de la population, mais je dirais aussi auprès des forestiers eux-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que chacun sorte de son silo. Ça, c'est très important que l'ensemble des acteurs de la forêt, chacun à sa place, comprennent un peu les contraintes et les réalités des autres acteurs, et aujourd'hui en plus celles qui sont imposées par l'adaptation au changement climatique. Un point positif, je dirais aussi quand même qu'on a, depuis ces dernières années, développé beaucoup d'instances de concertation avec les commissions régionales, l'élaboration des SRGS. On a beaucoup d'outils pour prendre en compte les réalités et que l'ensemble des acteurs, y compris donc nos concitoyens, les associations d'entreprises, puissent participer en fait aux modalités de gestion de la forêt. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens, même si on mesure le chemin à parcourir, parce qu'on est quand même confronté à des sujets un petit peu compliqués. Et en parallèle, et ça c'est plus mon rôle parlementaire, c'est d'essayer en tout cas de maintenir cette mobilisation des pouvoirs publics, du Parlement, des ministères, sur les questions forestières, avec un engagement financier effectivement sur l'annonce, comme évoqué, sur l'adaptation au changement climatique, pour le reboisement, pour l'investissement, mais aussi l'aval, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ça va énormément impacter un aval qui était déjà en difficulté, comme vous l'avez évoqué, puisque une petite transformation qui s'est plutôt dégradée ces dernières décennies, et là en plus, maintenant il est confronté à un nouveau défi qui est celui de l'adaptation de son outil. Et on voit très bien que si l'approvisionnement et les documents changent, et bien forcément derrière, la transformation, les usages, mais aussi devoir changer. Voilà, donc moi ce que j'appelle un petit peu le pacte sociétal, en fait, un pacte sociétal forestier qu'il faut qu'on arrive tous ensemble à mettre en place. Et juste pour rebondir sur le dernier point, la difficulté, c'est que le chemin, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais vraiment parsemé non plus, puisqu'on avance, on fait une R2020, on arrive à faire passer un certain nombre de choses pour la construction de matériaux biosourcés dans la construction, on dit que ça va bien se passer, et bien non, ça se passe pas bien, si tu veux, et critiquer, ou en tout cas poser un certain nombre de questions. On nous sort aussi, il faut bien le dire, une REP pour tout ce qui est responsabilité pollueur, pas forcément bien adaptée à la réalité du matériau bois et qui va lourdement pénaliser notre filière. Donc ça, c'est encore un obstacle qu'il faudra franchir. On nous sort aussi un règlement européen sur la traçabilité. Tout ça, c'est très vertueux, c'est très bien, mais bon, ça vient se rajouter quand même à tous ces défis. Donc voilà, heureusement, je dirais que depuis quelques années, et Maxime en est le représentant aujourd'hui, la filière se réunit, se structure, avec France Forêt, avec l'IE, la gouvernance, je dirais, s'adapte pour être plus réactive et justement mieux intégrer l'amont, l'aval, et
cas, c'est plus pertinent. Donc, moi, je pense que la filière ferroviaire en général est une filière très dynamique et qui a bien compris les enjeux sociétaux majeurs, qui se remet en cause et entend la parole de la société civile. Et je suis optimiste pour toutes ces raisons, mais je veux dire quand même que je suis compliqué en ce moment. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions exactement, mais... Merci beaucoup sur ces notes d'optimisme. On est un peu au-delà de nos délais. Juste un mot pour conclure. D'abord, je vous remercie tous pour ces interventions. La Fontaine, finalement, vous donne raison, madame. Dans Le Vieillard et les trois jeunes hommes, les jouvenceaux se font critiquer parce que le vieillard plante encore à son âge. Et je pense que vous nous avez montré qu'il faut s'occuper des forêts et qu'il faut planter quand c'est nécessaire. Et donc, ça me paraît un message effectivement d'espoir. Également que sur l'intégration de la filière entre l'aval et l'amont, il y a des progrès considérables qui ont été faits au cours des dernières années et qu'il faut les poursuivre. Et que ça, c'est un élément de succès nécessaire. Nous vivons une période où beaucoup de choses changent en même temps et donc chaque partenaire se parle, importe, et en particulier avec des visions de temps long qui sont requises. Et alors même que la programmation pluriannuelle de l'énergie donne un cadre particulièrement intense à ces sujets. C'est un peu ce qu'a fait ce numéro, et donc je vous remercie d'y avoir tous participé. Le suivant sera sur les plastiques. On ne viendra pas. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour vos interventions. Merci.